Seul sur le chemin de terre, le petit Mustang hennissait désespérément. Quand quelqu'un s'est enfin arrêté, personne n'a pu retenir ses larmes. Le ciel de Marseille n'était pas encore éveillé lorsqu'Amélie Dufresne ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre exiguë. Sa main chercha instinctivement le petit pendentif berbère posé sur la table de chevet, celui que sa grand-mère Fatima lui avait confié avant de s'éteindre. Ses doigts caressèrent les contours familiers du métal patiné par les années, comme pour puiser dans cet objet la force d'affronter une nouvelle journée. Dans l'appartement, le silence n'était troublé que par la respiration régulière de ses colocataires, encore endormis. 2 autres jeunes femmes, comme elle, venues d'ailleurs, comme elle, accrochées à Marseille par la force d'un rêve, ou la nécessité de survivre. Amélie se leva sans bruit, rassembla ses affaires de toilette, et se glissa dans la minuscule salle de bain qu'elle partageait à 3. Le miroir lui renvoya l'image d'une jeune femme de 19 ans au regard déjà ancien. Des yeux sombres qui avaient vu trop tôt la fragilité de l'existence, lorsqu'à 7 ans, un accident de voiture lui avait arraché ses parents. Il ne lui restait d'eux qu'une photographie écornée et quelques souvenirs qui s'effaçaient un peu plus chaque année. Après une douche rapide, elle enfila son uniforme de femme de chambre, une simple robe grise sans forme, et noua ses cheveux noirs en un chignon serré. Dans son sac élimé, elle glissa le livre de médecine traditionnelle berbère que sa grand-mère lui avait légué, comme elle le faisait chaque jour. Une habitude, un talisman, un lien avec ses racines. Dehors, la pluie d'octobre tombait drue sur les rues étroites de la Belle de Mai, l'un des quartiers les plus déshérités de Marseille. Amélie releva le col de sa veste élimée et pressa le pas. Pour arriver à l'hôtel à temps, elle devait emprunter la route de Cassis, ce qui signifiait passer devant les cafés, où, même à cette heure matinale, des hommes désœuvrés buvaient déjà leur pastis. « Hé, la salle arabe, tu te lèves tôt pour nettoyer nos chiottes ?» lança l'un d'eux alors qu'elle passait devant la terrasse. Amélie baissa la tête et accéléra le pas, serrant les dents. Ces insultes faisaient en partie de son quotidien, comme la pluie ou le vent, des éléments contre lesquels on ne lutte pas, qu'on endure simplement. Pourtant, chaque mot s'inscrivait en elle, ajoutant une nouvelle cicatrice invisible à toutes celles qu'elle portait déjà. La route de Cassis s'étirait devant elle, ruban d'asphalte luisant sous la pluie. À cette heure, peu de voitures circulaient encore. Le jour se levait à peine, nimbant le paysage d'une lumière grisâtre qui rendait tout plus triste, plus sale. Au loin, les collines de Marseille se dessinaient dans la brume, indifférentes aux petites misères humaines qui se jouaient à leurs pieds. C'est alors qu'elle le vit. Une silhouette tremblante se détachait sur l'accotement, à une 50aine de mètres devant elle. Au début, Amélie crut à une illusion créée par la pluie et la faible luminosité. Mais en s'approchant, elle distingua clairement la forme puissante d'un cheval, immobile sous l'averse, le corps parcouru de frissons. Son cœur se serra instantanément. L'animal était jeune, un Mustang de 3 ans tout au plus, et son pelage bai était strié de marques sombres qui n'étaient pas des taches naturelles. Même à distance, Amélie reconnut les traces caractéristiques du fouet. L'un des yeux du cheval était à demi fermé, enflé par une blessure récente. Un souvenir douloureux remonta à la surface de sa mémoire. Elle avait 12 ans. C'était jour de foire dans le village où sa grand-mère l'avait emmenée. Un cavalier montait un cheval gris, magnifique, mais visiblement terrorisé. Lorsque l'animal avait refusé de sauter un obstacle, l'homme l'avait roué de coups de cravache, jusqu'à ce que le sang perle sur son flanc. Incapable de supporter ce spectacle, la petite Amélie s'était précipitée vers eux, criant au cavalier d'arrêter. Pour toute réponse, il l'avait poussée dans la boue, sous les rires de la foule. « Occupe-toi de tes affaires, petit arabe !» avait-il lancé avant de s'éloigner, traînant derrière lui le cheval tremblant. Ce soir-là, sa grand-mère avait longuement contemplé son visage, comme si elle y voyait quelque chose de nouveau, de transformé. « Tes yeux voient maintenant ce qui est caché », lui avait-elle dit en berbère. « Tes mains peuvent guérir ce qui n'a pas de voix. » Revenant au présent, Amélie fit un pas vers le Mustang. L'animal recula brusquement, hennissant de panique, les oreilles plaquées en arrière. Son corps entier était tendu comme un arc, prêt à fuir. « N'approchez pas, mademoiselle », lança une voix derrière elle.
Un camionneur venait de s'arrêter sur le bas-côté, moteur ronronnant. « Il s'est échappé de Beaumont », poursuivit l'homme en indiquant d'un geste le cheval tremblant. « Diable sauvage, il l'appelle. Personne n'arrive à le dresser. On dit qu'il a tué un dresseur en Espagne avant d'être vendu ici. » Le haras Beaumont. Même Amélie en avait entendu parler. Un domaine luxueux à quelques kilomètres de la ville, propriété de Jean-Pierre Beaumont, viticulteur richissime qui collectionnait les chevaux de prix comme d'autres les œuvres d'art. Sa réputation dans le milieu équestre était sulfureuse. On murmurait que ses méthodes de dressage relevaient plus de la torture que de l'éducation. Mais son argent et ses relations politiques le rendaient intouchable. « Vous devriez appeler la police », suggéra le camionneur. « Cet animal est dangereux et vaut une fortune. » Amélie l'entendit à peine. Quelque chose d'étrange se produisait en elle, comme si une porte s'ouvrait sur une connaissance ancienne, un savoir qui n'était pas vraiment le sien, mais celui de générations de femmes berbères avant elle. Ignorant les avertissements du chauffeur, elle s'agenouilla lentement à une dizaine de mètres du cheval. Elle ne tenta pas de s'approcher davantage. Elle s'assit simplement sous la pluie, sur l'herbe détrempée de l'accotement, et commença à chanter doucement. C'était une mélodie berbère que sa grand-mère lui fredonnait pour l'endormir, un air ancien qui parlait de désert, de liberté et d'âme qui se reconnaissent au-delà des mots. Sa voix s'éleva dans l'air humide, à peine plus forte qu'un murmure, mais étrangement claire malgré le bruit de la pluie. Le camionneur la regardait comme si elle avait perdu l'esprit, mais Amélie ne voyait plus que le cheval, ne sentait plus que sa peur et sa souffrance qui résonnaient en elle comme si elles étaient siennes. Les minutes s'écoulèrent, longues et immobiles. La pluie diminua progressivement, se transformant en une fine bruine. Le jour se levait complètement, révélant les détails que la pénombre avait masqués. Les côtes saillantes sous le pelage terne, les multiples cicatrices qui zébraient les flancs de l'animal, certaines anciennes, d'autres fraîchement ouvertes. Un changement subtil s'opéra. Le Mustang, qui maintenait sa tête haute en signe d'alerte, commença à détendre ses muscles crispés. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière par la terreur, pivotèrent légèrement vers l'avant, dans la direction de la voix d'Amélie. « C'est incroyable », souffla le camionneur qui n'avait pas bougé. « J'ai jamais vu ça. » Amélie continua de chanter, sa voix douce et régulière comme l'écoulement d'un ruisseau. Elle ne regardait pas directement le cheval, mais obliquement, pour ne pas l'intimider. Elle était trempée jusqu'aux os, mais ne sentait ni le froid, ni l'inconfort. Quelque chose d'autre occupait tout l'espace en elle, une connexion qu'elle ne comprenait pas totalement, mais qu'elle ressentait avec une intensité bouleversante. Le soleil avait complètement dissipé la brume matinale quand le bruit d'un moteur rompit la quiétude qui s'était installée. Une camionnette blanche s'arrêta brusquement sur le bas-côté, les pneus crissant sur le gravier humide. 3 hommes en descendirent, vêtus de l'uniforme du haras Beaumont. L'un d'eux portait une corde, un autre un fouet. Leurs visages exprimaient un mélange de soulagement et d'irritation. « Éloignez-vous de la propriété de M. Beaumont, petit arabe », lança le plus âgé des 3, un homme trapu aux cheveux grisonnants. « Ce démon vaut 30 000 €. Amélie ne bougea pas. La pluie avait cessé, mais elle était toujours assise sur l'herbe mouillée, ses vêtements collés à sa peau. Elle sentit quelque chose changer dans l'air, une tension nouvelle. L'un des hommes s'avança, déroulant sa corde. « Allez, dégage maintenant », dit-il avec impatience. On a passé la nuit à chercher cette saloperie d'animal. Ce qui se produisit ensuite laissa les 3 hommes stupéfaits. Le Mustang, qui était resté immobile pendant près d'1 heure, fit soudain un bond en avant. Mais au lieu de s'enfuir comme ils s'y attendaient tous, il se dirigea droit vers Amélie et s'arrêta à ses côtés, comme s'il cherchait sa protection. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose d'indescriptible passa entre eux. C'était comme si 2 âmes blessées se reconnaissaient immédiatement, par-delà les différences d'espèce et de langage. Dans les yeux de l'animal, Amélie vit un miroir de sa propre solitude, de sa propre lutte pour exister dans un monde qui ne voulait pas d'elle. « Il est avec moi maintenant », dit-elle en se levant lentement, maintenant son regard fixé dans celui du cheval. « Et son nom n'est pas diable, c'est espoir. » Les hommes éclatèrent de rire, mais il y avait une hésitation dans leur attitude. Ils ne s'approchèrent pas davantage.
La scène avait quelque chose de déconcertant. Cette jeune fille trempée, en vêtements modestes, se tenant à côté d'un cheval sauvage que tous craignaient de toucher. « Beaumont va te détruire, gamine », menaça l'homme aux cheveux gris. « Personne ne lui vole rien. » Ils remontèrent dans leur camionnette après quelques secondes d'hésitation, visiblement déstabilisés par ce qu'ils venaient de voir. Avant de partir, l'un d'eux lança par la fenêtre « Profite bien de ton canasson, les flics seront là dans 1 heure. » Restée seule avec le Mustang, Amélie ne savait pas exactement quoi faire. L'animal tremblait toujours, mais ne s'éloignait plus d'elle. Il maintenait une distance prudente, à peine 2 mètres, mais semblait résolument décidé à rester près d'elle. « Viens », murmura-t-elle doucement. « Je connais un endroit. » Elle commença à marcher lentement en direction du refuge des oubliés, un modeste sanctuaire pour animaux abandonnés où elle travaillait comme bénévole quand elle n'était pas à l'hôtel. C'était un endroit humble, géré par un vieil homme nommé Marcel, mais c'était le seul refuge possible qu'elle pouvait offrir. À sa grande surprise, le cheval la suivit. Non pas comme un animal domestique qui suit son maître, mais comme un être libre qui fait un choix. Tous les quelques pas, il s'arrêtait, comme s'il reconsidérait sa décision, regardait autour de lui avec méfiance, puis continuait à la suivre à distance respectueuse. Le trajet jusqu'au refuge prit près d'1 heure, 1 heure durant laquelle Amélie fut hyper consciente de chaque mouvement, de chaque bruit qui aurait pu effrayer le Mustang. Parfois, elle s'arrêtait et chantonnait doucement quand il semblait trop nerveux. D'autres fois, elle continuait simplement à marcher, lui laissant l'espace dont il avait besoin. Quand ils arrivèrent enfin, Marcel était en train de nourrir les chiens. Son visage buriné par les années s'immobilisa en une expression d'incrédulité totale lorsqu'il vit Amélie suivie par le grand Mustang. « Mon Dieu, ma petite, c'est le cheval de Beaumont !» s'exclama-t-il, laissant tomber le seau de croquettes qu'il tenait. « Il va nous faire un procès, il va nous faire fermer !»« Il souffre, Marcel, » répondit calmement Amélie. « Regarde son dos. » Marcel s'approcha avec précaution et poussa un juron en voyant les blessures. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ce qu'ils font à tous ceux qui refusent d'obéir, dit simplement Amélie. Dans le petit enclos improvisé que Marcel utilise habituellement pour les animaux de ferme rescapés, Amélie s'assit simplement dans un coin avec un petit sachet de lavande dans les mains. Elle continua à chanter doucement, comme elle l'avait fait sur la route. Elle ne tenta pas de s'approcher du cheval. Elle n'essaya pas de le toucher ou de le contraindre d'une quelconque manière. Elle se contenta d'être présente, de partager le même espace que cet animal terrorisé. Le jour déclina lentement. Marcel apporta de l'eau et du foin, qu'il déposa à distance respectueuse. Amélie refusa la tasse de thé qu'il lui proposa, ne voulant pas interrompre ce moment fragile qui se construisait. À la tombée de la nuit, alors que Marcel observait discrètement depuis la porte entr'ouverte, l'impensable se produisit. Espoir, l'indomptable démon de Beaumont, s'approcha d'Amélie et, avec une extrême prudence, abaissa sa tête jusqu'à ce que ses naseaux effleurent légèrement les cheveux de la jeune femme. C'était un contact si délicat qu'il semblait impossible qu'il vienne d'un animal de 500 kilos. Marcel laissa tomber la tasse qu'il tenait et le bruit fit reculer le cheval, effrayé. Mais le premier miracle s'était déjà produit. « Mon Dieu !» murmura Marcel, les yeux écarquillés. « En 50 ans avec des animaux, je n'ai jamais vu une chose pareille. Le démon de Beaumont vient de choisir sa protectrice. »« Mon Dieu !» murmura Marcel, les yeux écarquillés. « En 50 ans avec des animaux, je n'ai jamais vu une chose pareille. Le démon de Beaumont vient de choisir sa protectrice. » Le lendemain matin, bien avant que l'aube ne teinte le ciel de Marseille, Amélie était déjà en route vers le refuge des oubliés. Elle avait à peine dormi, son esprit sans cesse ramené vers ce regard, celui d'espoir, ce Mustang blessé qui avait miraculeusement choisi de lui faire confiance. Dans son sac élimé, elle avait glissé un petit transistor que sa colocataire Samira lui avait prêté, ainsi qu'une cassette de musique berbère traditionnelle que sa grand-mère Fatima lui avait laissée. Lorsqu'elle poussa la porte grinçante du refuge, Marcel était déjà debout, préparant les rations pour les pensionnaires habituels. Chiens abandonnés, chats errants et occasionnellement quelques animaux de ferme rescapés d'abattoirs clandestins. Il n'a pas touché à son foin,
annonça le vieil homme en guise de bonjour. Il est resté dans le coin le plus éloigné toute la nuit, à surveiller la porte. Amélie hocha simplement la tête. Elle déposa son sac, retira ses chaussures et entra pieds nus dans l'enclos improvisé. Espoir se tendit immédiatement, ses oreilles pivotant nerveusement, son corps prêt à fuir bien qu'il n'y ait nulle part où aller. Au lieu d'approcher directement le cheval, Amélie s'assit simplement dans un coin opposé, sortit son petit transistor et le posa doucement sur le sol. La musique berbère emplit l'espace, des mélodies anciennes jouées sur des instruments à cordes traditionnels, le son à peine audible, comme un murmure venu d'un autre temps. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Marcel, observant la scène depuis l'entrée. « Je lui rappelle qu'il existe un monde au-delà de la douleur », répondit simplement Amélie. Elle commença alors à dessiner du bout des doigts, dans la terre battue de l'enclos. Des formes simples d'abord, cercles, spirales, puis des symboles berbères que sa grand-mère lui avait enseignés. Tout en dessinant, elle parlait doucement, racontant des histoires comme on le ferait à un enfant effrayé après un cauchemar. « Ma grand-mère disait que les chevaux berbères portent le désert dans leurs yeux, murmura-t-elle. Que même nés en captivité, ils se souviennent de la liberté de leurs ancêtres. » Depuis la porte, un homme observait la scène avec un mépris non dissimulé. Lucien, ancien dresseur de chevaux à la retraite, venait parfois aider Marcel avec les animaux plus difficiles. « Tu perds ton temps » lança-t-il après avoir observé en silence pendant près d'1 heure. « Un animal comme ça a besoin d'une main ferme. Il doit comprendre qui est le chef. » Amélie leva les yeux vers lui sans interrompre ses dessins sur le sol. « Il a déjà eu trop de maîtres qui ont essayé de le briser, » répondit-elle calmement. « Il a besoin de quelqu'un qui l'aide à se reconstruire. » Lucien ricana. « De la psychologie pour un cheval, et pourquoi pas un divan pendant que tu y es ?» Marcel fit signe à Lucien de baisser la voix, mais le mal était fait. Le ton moqueur avait provoqué un tressaillement visible chez Espoir, ses muscles se contractant sous sa peau, prêts à réagir à une menace perçue. « Les méthodes traditionnelles n'ont pas fonctionné avec lui, » intervint doucement Marcel. « Pourquoi ne pas essayer autre chose ?»« Parce que c'est du temps perdu !» s'exclama Lucien. « Et quand Beaumont viendra le récupérer avec ses avocats, vous aurez l'air de quoi avec vos chansons berbères et vos dessins dans la poussière ?» Cette évocation de Beaumont jeta un froid. Marcel et Amélie échangèrent un regard préoccupé. La jeune femme savait que ce n'était qu'une question d'heures ou de jours avant que le propriétaire du haras ne vienne réclamer son bien. Les jours suivants établirent une routine étrange qui déconcertait tous les habitués du refuge. Amélie arrivait avant l'aube et repartait après la tombée de la nuit. Entre-temps, elle partageait simplement l'espace d'Espoir, sans jamais forcer le contact. Parfois, elle lisait à voix haute des passages du vieux livre de contes berbères de sa grand-mère. D'autres fois, elle restait silencieuse pendant des heures, se contentant d'être présente. Au matin du 3e jour, un premier miracle se produisit. Espoir accepta une pomme directement de sa main. Ce n'était pas un geste impulsif. Le Mustang s'était approché avec une extrême prudence, s'arrêtant plusieurs fois comme pour reconsidérer sa décision, avant de tendre son cou et de prendre délicatement le fruit entre ses lèvres, sans que ses dents ne touchent la peau d'Amélie. « C'est un début », murmura Marcel qui observait la scène. Ce petit succès attira l'attention des rares bénévoles qui venaient aider au refuge. Bientôt, des étudiants vétérinaires de l'université voisine commencèrent à passer pour observer cette approche non conventionnelle. L'un d'eux filma discrètement la scène avec son téléphone. Amélie assise dans l'enclos, dessinant et chantant doucement, tandis qu'Espoir, toujours méfiant mais visiblement moins terrorisé, observait à distance. Le 5e jour, alors qu'Amélie arrivait au refuge, elle trouva Marcel en grande conversation avec une jeune femme élégamment vêtue qui prenait des notes dans un carnet. « Amélie » l'appela-t-il, visiblement agité. « Cette demoiselle est journaliste. Elle a vu une vidéo de toi et Espoir sur Internet. » La journaliste se présenta. Sophie Leblanc, du quotidien local, La Provence. « Cette approche que vous utilisez avec ce cheval traumatisé, elle a un nom ?» Amélie secoua la tête, mal à l'aise sous cette attention soudaine. « Je fais juste ce qui me semble naturel. Ce n'est pas une méthode. C'est juste être là pour lui. » L'article parut 2 jours plus tard. Un petit encadré en page régionale, titré « La chuchoteuse du refuge », avec une photo floue extraite de la vidéo.
Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour que le téléphone du refuge se mette à sonner plus souvent et pour que quelques curieux commencent à passer. Ce matin-là, en arrivant à l'hôtel pour son service, Amélie fut convoquée dans le bureau du directeur. « Mademoiselle Dufresne » commença-t-il, son regard évitant le sien. « Il semblerait que votre visage apparaisse dans le journal. Le propriétaire de l'hôtel a reçu des appels. » Amélie sentit son cœur se serrer. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Ce n'est pas la question. Nous avons une clientèle exigeante. Cette histoire de cheval volé, je ne l'ai pas volé, protesta-t-elle. Il était blessé, abandonné sur la route. Le directeur soupira. Écoutez, je ne vous demande pas d'explication. Je vous suggère simplement de garder profil bas. Certains de nos clients sont des amis de monsieur Beaumont. Cette mention de Beaumont sonnait comme une menace voilée, et Amélie comprit que son modeste gagne-pain était désormais en danger. Au 10e jour, alors qu'une petite tempête automnale balayait Marseille, Marcel entra en courant dans l'enclos où Amélie lisait à voix haute, assise à quelques mètres d'Espoir. « Beaumont est ici, avec la police et des papiers. » Le cœur d'Amélie manqua un battement. Elle se leva lentement, essayant de ne pas alarmer Espoir qui avait instantanément perçu sa tension et s'était mise en alerte. « Reste calme », murmura-t-elle au cheval autant qu'à elle-même. Jean-Pierre Beaumont était exactement comme les rumeurs le décrivaient. Grand, impeccablement vêtu d'un costume taillé sur mesure, dégageant cette assurance tranquille que seule une fortune établie peut conférer. 2 policiers visiblement mal à l'aise l'accompagnaient, ainsi qu'un homme en costume qui devait être son avocat. « Alors c'est ici que mon précieux investissement est gardé ? Dans une porcherie gérée par une petite arabe qui joue à l'enchanteresse de chevaux ?» Sa voix était polissée, presque douce, mais chargée d'un mépris glacial qui fit frissonner Amélie. Elle se redressa néanmoins, refusant de se laisser intimider. « Votre cheval était abandonné sur la route, couvert de blessures, » dit-elle fermement. « Il aurait pu se faire tuer ou tuer quelqu'un. » Beaumont balaya l'argument d'un geste de la main. « Des accidents arrivent pendant le dressage, surtout avec des spécimens aussi. Problématique, mais cela ne justifie pas le vol. » Il fit signe aux policiers de le suivre et s'avança vers l'enclos. « Allons récupérer ce qui m'appartient. » Ce qui se produisit alors laissa tout le monde stupéfait. Espoir, qui se tenait habituellement au fond de l'enclos quand des étrangers approchaient, avança soudainement et se plaça entre les nouveaux venus et Amélie. Il n'y avait pas d'agressivité dans son comportement, simplement une posture de protection, comme s'il avait décidé que cette humaine-là, contrairement aux autres, méritait d'être défendue. « Impressionnant », dit Beaumont avec un sourire froid. « Vous avez un don, mademoiselle. Peut-être devrais-je vous embaucher plutôt que de vous poursuivre pour vol. Il a choisi de venir avec moi, » répondit Amélie calmement. « Et son dos raconte l'histoire de ce qui s'est passé dans votre haras. » L'un des policiers, visiblement troublé par les marques sur le corps de l'animal, suggéra « Monsieur Beaumont, peut-être qu'une inspection vétérinaire serait nécessaire avant de… » « Absurde, » coupa Beaumont. « L'animal s'est blessé en s'enfuyant. J'ai des témoins. » Il se tourna vers son avocat, qui hocha la tête en confirmant. Puis, fixant Amélie avec un regard glacial, « Vous avez 48 heures pour me rendre ma propriété, ou vous ferez face aux conséquences légales. Et vous, ma chère ?» Son ton devint menaçant. « Devriez vous inquiéter de votre visa de résidence avant de voler ce qui ne vous appartient pas. » La menace voilée concernant son statut d'immigré frappa Amélie comme une gifle. Son permis de séjour était en cours de renouvellement, et la moindre complication administrative pouvait mener à son expulsion. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un clic distinct se fit entendre. Une jeune étudiante qui visitait le refuge avait sorti son téléphone et filmait toute la scène. « Vous menacez cette femme parce qu'elle a sauvé un animal maltraité ?» demanda l'étudiante d'une voix forte, son téléphone toujours en position d'enregistrement. Beaumont se figea un instant, conscient des implications de cette documentation inattendue. Son sourire réapparut, mais plus crispé. « Je ne menace personne, mademoiselle. Je rappelle simplement que nous vivons dans un pays de droit où la propriété privée est sacrée. Ce cheval m'appartient légalement, quelles que soient les fantaisies sentimentales de votre ami. » Avec un dernier regard méprisant vers Amélie, il ajouta « 48 heures. Ensuite, ce ne sera plus une simple visite de courtoisie. » Après leur départ, Marcel s'effondra sur une chaise. « Ma petite, on est dans de beaux draps.
Beaumont peut nous faire fermer d'un claquement de doigts. Amélie, encore secouée par la confrontation, s'approcha d'Espoir qui s'était à nouveau tendu après le départ des visiteurs. Elle lui parla doucement, le remerciant d'être venu à sa défense, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. Cette nuit-là, Amélie resta au refuge. Elle ne pouvait se résoudre à laisser Espoir seul, pas après ce qui venait de se passer. Allongée sur une paillasse de fortune près de l'enclos, elle consultait son téléphone lorsqu'une notification apparut. La vidéo de sa confrontation avec Beaumont circulait déjà sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Espoir est Amélie ». Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha. « Mademoiselle Dufresne ?» Une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. « Je m'appelle Claire Dubois. Je suis avocate spécialisée en droit animal. J'ai vu la vidéo de votre confrontation avec Monsieur Beaumont. Vous venez de défier l'un des hommes les plus puissants de Provence, mais vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Mademoiselle Dufresne ? Une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. Je m'appelle Claire Dubois. Je suis avocate spécialisée en droit animal. J'ai vu la vidéo de votre confrontation avec Monsieur Beaumont. Vous venez de défier l'un des hommes les plus puissants de Provence, mais vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Amélie serra son téléphone contre son oreille, le cœur battant. Cette voix inconnue portait la première lueur d'espoir depuis l'ultimatum de Beaumont. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi voudriez-vous nous aider ?»« Parce que votre cas pourrait créer un précédent, » répondit Claire. « Légalement, ce cheval est considéré comme une propriété. Moralement, c'est une autre histoire. » Le lendemain matin, Claire Dubois se présenta au refuge. Grande, élégante dans son tailleur sobre, elle dégageait une assurance tranquille qui contrastait avec l'anxiété palpable de Marcel et Amélie. « Les chances sont contre nous, » expliqua-t-elle après avoir examiné la situation. « Beaumont a des documents de propriété, des témoins, et malheureusement, des relations dans le système judiciaire. Mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas. »« Quoi donc ?» demanda Marcel. « L'opinion publique ?» sourit Claire en montrant son téléphone. La vidéo de la confrontation avait dépassé les 100 000 vues en moins de 24 heures. Et ceci, ajouta-t-elle en désignant Espoir qui observait la scène à distance. La souffrance visible de cet animal parle plus fort que tous les documents légaux. Cette même après-midi, alors qu'Amélie arrivait à l'hôtel pour son service, elle fut surprise de voir un attroupement inhabituel devant l'entrée du personnel. Une dizaine d'étudiants de l'université d'Aix-Marseille brandissaient des pancartes. Justice pour Espoir, et le bien-être animal n'est pas négociable. Le directeur l'attendait, le visage fermé. « Mademoiselle Dufresne, dans mon bureau immédiatement. » Une fois la porte fermée, il ne prit pas la peine de s'asseoir. « Votre visage est partout. Le propriétaire de l'hôtel a reçu des appels. Des clients importants ont exprimé leur mécontentement. » Amélie sentit son estomac se nouer. « Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Ce n'est pas la question. Vous êtes devenu problématique pour notre établissement. » Le mot tomba comme une sentence. Amélie quitta l'hôtel 1 heure plus tard. Ses maigres affaires personnelles dans un sac en plastique, son dernier salaire en liquide dans la poche. Une sensation de vertige l'envahit. Sans ce travail, comment paierait-elle son loyer? Comment renouvellerait-elle son permis de séjour? Au refuge, la nouvelle de son licenciement fut accueillie avec consternation. Mais à sa grande surprise, Amélie découvrit que pendant son absence, une petite révolution s'était mise en marche. Des étudiants de l'école vétérinaire avaient installé des tentes devant l'entrée du refuge, organisant des tours de garde pour empêcher toute tentative d'enlèvement d'Espoir. Un groupe de défense des animaux locaux avait lancé une campagne de dons pour soutenir les frais juridiques. Et plus étonnant encore, plusieurs membres de la communauté maghrébine du quartier avaient apporté des plats, faits maison et des couvertures. Ils disent que c'est une fierté de voir une fille berbère défendre un animal maltraité, expliqua Marcel en désignant un groupe de femmes âgées qui observaient Espoir depuis la clôture. Ta grand-mère aurait été fière. Cette remarque fit monter les larmes aux yeux d'Amélie. Elle s'approcha de l'enclos, où Espoir semblait agité par toute cette activité inhabituelle. Dès qu'il l'aperçut, son comportement changea subtilement. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, pivotèrent vers l'avant. Ses naseaux frémirent, comme s'il cherchait à capter son odeur. « Bonjour, mon brave », murmura Amélie en s'asseyant à sa place habituelle.
Elle sortit une pomme de sa poche et la tint dans sa paume ouverte. Espoir s'approcha avec précaution, son corps trahissant toujours une méfiance instinctive. Mais pour la première fois, il ne s'arrêta pas plusieurs fois en chemin. Il vint directement jusqu'à elle et prit délicatement le fruit de sa main. Un petit groupe de spectateurs laissa échapper un « oh » collectif, ce qui fit tressaillir le cheval. Mais au lieu de s'enfuir comme il l'aurait fait quelques jours plus tôt, il resta près d'Amélie, comme si sa présence représentait désormais un îlot de sécurité dans un monde imprévisible. Les jours suivants virent naître un mouvement spontané autour du refuge. Des manifestants de tous horizons se relayaient devant l'entrée avec des pancartes « Espoir n'est pas une propriété » et « Non à la maltraitance animale ». Des journalistes venaient régulièrement filmer Amélie et Espoir, captivés par cette relation inhabituelle entre une jeune femme issue de l'immigration et un cheval que tous disaient indomptable. Pendant ce temps, dans son bureau luxueux surplombant la Canebière, Jean-Pierre Beaumont observait avec rage les reportages télévisés montrant son précieux investissement devenir le symbole d'une cause. « Je veux tout savoir sur cette fille », ordonna-t-il à ses assistants. « Situation migratoire, famille, dette, tout. Personne ne se dresse impunément contre moi, surtout pas une petite immigrée sans papier. » Au refuge, les répercussions ne tardèrent pas. Un matin, Marcel reçut la visite surprise d'inspecteurs sanitaires qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour l'établissement auparavant. « Inspection d'urgence », annonça froidement le responsable en présentant un ordre officiel. « Nous avons reçu des plaintes concernant les conditions d'hygiène. »« C'est Beaumont », murmura Marcel à Amélie tandis que les inspecteurs parcouraient méthodiquement les installations, notant la moindre infraction aux normes. Il utilise ses relations pour nous mettre la pression. À la fin de l'inspection, le verdict tomba. Une liste de manquements graves nécessitant des travaux coûteux sous peine de fermeture administrative. « Nous n'avons pas cet argent », soupira Marcel en regardant la notification. « On trouvera une solution », promit Amélie, bien qu'elle n'eût aucune idée de la forme que prendrait cette solution. Ce soir-là, une violente tempête automnale s'abattit sur Marseille. Le vent hurlait entre les bâtiments du refuge, et la pluie martelait le toit avec une intensité effrayante. Dans son enclos, Espoir montrait des signes de panique croissante. Amélie, qui dormait désormais dans une petite remise attenante au refuge depuis son licenciement, fut réveillée par les hennissements terrifiés du cheval. Elle se précipita dehors, sans se soucier de la pluie qui la trempait instantanément. Espoir tournait frénétiquement dans son enclos, ses yeux exorbités par la terreur, son corps entier tremblant. Chaque éclair, chaque coup de tonnerre semblait raviver en lui des souvenirs traumatiques, comme si la tempête réveillait des fantômes du passé. Sans réfléchir, Amélie entra dans l'enclos. La boue glissante rendait chaque pas incertain. Un cheval de 500 kilos en proie à la panique pouvait la tuer d'un simple mouvement. « Amélie, non !» cria Marcel depuis la porte du bâtiment principal. « C'est trop dangereux. » Mais la jeune femme ne l'entendait pas. Elle avançait lentement vers le centre de l'enclos, la pluie ruisselant sur son visage, ses vêtements collés à sa peau. Au lieu d'essayer d'attraper Espoir ou de le contraindre, elle s'assit simplement dans la boue et commença à chanter. Sa voix, à peine audible sous la violence de l'orage, portait pourtant cette mélodie berbère qui semblait être leur langage secret. Pendant de longues minutes, rien ne changea. Espoir continuait à tourner, à hennir, comme prisonnier d'une terreur que lui seul pouvait voir. Puis, progressivement, son mouvement circulaire le rapprocha d'Amélie. À chaque tour, il passait un peu plus près d'elle, comme attiré malgré lui par cette voix qui persistait à chanter sous la tempête. Finalement, dans un geste qui laissa sans voix les quelques personnes qui observaient la scène depuis l'abri relatif du bâtiment, Espoir s'arrêta devant Amélie. Il la regarda longuement, son souffle formant des nuages de vapeur dans l'air froid. Puis, dans un mouvement d'une délicatesse incroyable pour un animal de sa taille, il s'abaissa lentement et se coucha dans la boue à côté d'elle. « Mon Dieu !» souffla Marcel, les larmes aux yeux malgré lui. Amélie cessa de chanter. Avec des gestes d'une infinie douceur, elle posa sa main sur l'encolure d'Espoir, sentant sous ses doigts les cicatrices profondes qui témoignaient de son passé. Le cheval tressaillit au contact, mais ne se releva pas. Il resta là, allongé dans la boue à côté d'elle,
comme si ensemble ils pouvaient affronter non seulement cette tempête, mais toutes celles qui les avaient précédées dans leur vie respective. La pluie les lavait tous deux, emportant symboliquement une couche de douleur, créant entre eux un lien que personne ne pourrait plus nier. C'est comme s'ils parlaient une langue que le reste d'entre nous ne comprend pas, commenta Marcel à un journaliste qui avait bravé la tempête pour documenter l'histoire d'Espoir. Le lendemain, les images d'Amélie et Espoir sous la pluie firent la une des journaux locaux. La résonance émotionnelle de cette scène, une jeune femme marginalisée et un animal maltraité trouvant réconfort l'un auprès de l'autre, touchait quelque chose de profond dans l'âme collective. C'est alors qu'une voiture élégante s'arrêta devant le refuge. Une femme d'une 50aine d'années en descendit, son allure professionnelle contrastant avec l'environnement modeste du sanctuaire. Elle se présenta à Marcel. Docteur Sandrine Moreau, comportementaliste équin de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. J'ai vu les reportages et j'aimerais observer l'interaction entre mademoiselle Dufresne et ce cheval. Pendant 2 jours, la Dre Moreau observa silencieusement la relation entre Amélie et Espoir, prenant des notes, filmant occasionnellement leurs interactions. Elle fut témoin de petits miracles quotidiens. Espoir permettant à Amélie de toucher une zone particulièrement sensible de son flanc. Le Mustang la suivant volontairement sans licol ni contrainte. La façon dont leur respiration semblait se synchroniser lorsqu'ils étaient proches l'un de l'autre. Le soir du 2e jour, elle fit part de ses conclusions à un petit groupe rassemblé dans le bureau de Marcel. Claire Dubois, quelques étudiants vétérinaires et bien sûr Amélie. Ce que nous observons ici est extrêmement rare, déclara la Dre Moreau. Ce n'est pas simplement de la communication équine ou de la doma naturale. C'est une forme d'empathie si profonde qu'elle transcende les méthodes conventionnelles. Ce cheval a choisi de faire confiance à nouveau, ce qui, compte tenu de son historique de traumatisme, défie toutes les attentes cliniques. La veille de l'expiration du délai fixé par Beaumont, alors que ses avocats préparaient un mandat judiciaire, un événement extraordinaire se produisit. Amélie était dans l'enclos avec Espoir, marchant tranquillement côte à côte, lorsque le cheval s'arrêta soudainement. Il tourna sa tête vers elle, et dans un geste qui semblait presque délibéré, fléchit légèrement les genoux avant de se redresser. « Il t'invite à monter », murmura la Dre Moreau qui observait la scène. C'est sans précédent pour un animal avec son profil. Avec des gestes d'une lenteur délibérée, Amélie s'approcha du flanc d'Espoir. Elle posa doucement sa main sur son dos, sentant les muscles se tendre puis se détendre sous ses doigts. Puis, avec une grâce née de l'instinct plutôt que de l'expérience, elle se hissa sur le dos du Mustang. Pas de selle, pas de bride, rien que la confiance mutuelle. Espoir resta parfaitement immobile un instant, comme pour s'habituer à cette nouvelle sensation. Puis il commença à marcher lentement, portant Amélie avec une délicatesse infinie, comme conscient de la fragilité et de la préciosité de ce qu'il transportait. Un étudiant immortalisa ce moment. La jeune femme aux origines berbères assise simplement sur le dos du cheval que tous disaient indomptable, leurs 2 silhouettes se détachant sur le ciel crépusculaire de Marseille. Cette image, partagée sur les réseaux sociaux cette nuit-là, devint instantanément un symbole. Plus qu'une victoire sur la maltraitance animale, elle incarnait une forme de résistance pacifique qui transcendait la simple question du bien-être animal. Cette nuit-là, alors qu'Amélie recevait un appel de Claire l'informant que Beaumont avait fait une déclaration publique à la télévision régionale, son téléphone sonna à nouveau. Un numéro anonyme. En décrochant, elle entendit d'abord une respiration, puis une voix déformée par un modificateur électronique. « Si tu abandonnes maintenant, nous garantissons le renouvellement de ton visa. Si tu persistes dans cette folie, il existe de nombreuses façons de faire disparaître des immigrés du système. Si tu abandonnes maintenant, nous garantissons le renouvellement de ton visa. Si tu persistes dans cette folie, il existe de nombreuses façons de faire disparaître des immigrés du système. » Amélie raccrocha d'une main tremblante. La nuit marseillaise, d'ordinaire ponctuée des bruits familiers du quartier, semblait soudain oppressante. Ces mots, prononcés par une voix anonyme, n'étaient pas une simple intimidation. Ils représentaient une menace tangible. Beaumont ne se contentait plus de réclamer son bien. Il s'attaquait désormais à ce qu'elle avait de plus précieux, sa place dans ce pays qu'elle considérait comme le sien malgré tout. Le lendemain matin,
Les premières audiences préliminaires débutèrent au tribunal administratif de Marseille. La salle, bien que modeste, était envahie par une tension palpable. D'un côté, l'équipe juridique de Beaumont, 3 avocats en costumes impeccables, dossiers volumineux sous le bras. De l'autre, Claire Dubois, seule mais déterminée, avec Amélie à ses côtés, vêtue de son unique tenue convenable empruntée à sa colocataire. Ce cas n'est pas une question de sentiment, mais de propriété légitime, articula l'avocat principal de Beaumont, maître Vaillant, en déployant devant le juge des documents minutieusement classés. Monsieur Beaumont possède tous les certificats d'achat, les enregistrements officiels et les papiers vétérinaires prouvant son droit indiscutable sur cet animal de grande valeur. Claire se leva à son tour, son calme contrastant avec l'agressivité à peine voilée de son adversaire. La propriété n'est pas un droit absolu, votre honneur. Elle n'accorde certainement pas le droit d'infliger des souffrances. D'un geste précis, elle fit circuler des photographies des blessures d'Espoir. Ces marques sur le corps de l'animal racontent une histoire bien différente de celle des documents administratifs. Le juge, un homme d'âge mûr au visage impassible, examina les images en silence. Amélie retint son souffle, consciente que ce regard neutre détenait le pouvoir de la séparer définitivement d'Espoir. Quand vint le tour des témoins, la stratégie de Beaumont devint évidente. 3 employés de son haras se succédèrent à la barre, décrivant l'établissement comme un modèle d'excellence équestre et Espoir comme un animal naturellement agressif, qui avait toujours reçu les meilleurs soins possibles. Ce Mustang a un tempérament particulièrement difficile, affirma l'un d'eux, évitant soigneusement le regard d'Amélie. Nous n'avons jamais utilisé que des méthodes approuvées pour son dressage. Claire nota le léger tremblement dans sa voix, l'hésitation presque imperceptible. Pourriez-vous décrire précisément ces méthodes approuvées, monsieur Lambert ? Demanda-t-elle lors du contre-interrogatoire. Le malaise du témoin devint visible. Des techniques standards, renforcement positif, habituation progressive. Et pourtant, interrompit Claire, les rapports vétérinaires indiquent des lacérations récurrentes compatibles avec l'usage répété d'un fouet métallique, interdit dans les compétitions internationales depuis 2007. Un murmure parcourut l'assistance. Le juge demanda le silence, mais le doute était semé. Après cette première journée d'audience, Amélie retourna au refuge épuisée émotionnellement. Elle trouva Marcel en grande conversation avec 2 inspecteurs sanitaires qui venèrent d'arriver. « Encore » s'étonna-t-elle. Marcel lui montra discrètement un document officiel. Contrôle de suivi. Ils disent que nous avons 48 heures pour remédier aux irrégularités structurelles ou ils fermeront l'établissement. C'est Beaumont, murmura Amélie. Il utilise ses connexions pour faire pression. Le lendemain apporta une nouvelle préoccupation. En rentrant à son appartement pour chercher des vêtements propres, Amélie trouva ses colocataires dans un état d'agitation manifeste. Des agents d'immigration sont venus, expliqua Samira, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Ils ont posé des questions sur toi, sur tes papiers, sur ta famille. Ils ont dit qu'ils reviendraient. Cette nouvelle frappa Amélie comme un coup physique. Sans emploi, avec un dossier de renouvellement de titre de séjour en cours d'examen, elle était particulièrement vulnérable. La menace anonyme prenait forme. Au refuge, cependant, un phénomène inattendu contrebalançait ces pressions. Le nombre de visiteurs et de soutiens augmentait quotidiennement. Des étudiants avaient organisé une permanence devant l'entrée. Des journalistes venaient régulièrement. Plus touchant encore, des habitants du quartier passaient déposer des provisions, des couvertures, parfois simplement un mot d'encouragement. « Tu as réveillé quelque chose chez les gens », observa Marcel. « Pas seulement pour Espoir, mais pour ce que vous représentez tous les deux. » Dans l'enclos, Amélie établissait chaque jour un nouveau rituel avec Espoir. Ce matin-là, elle marchait lentement en cercle de plus en plus petit autour de lui, chantonnant doucement une mélodie sans paroles. Le Mustang la suivait du regard, tournant sa tête au rythme de ses pas, ses oreilles constamment orientées vers elle comme des antennes captant chaque nuance de sa présence. Parfois, quand le stress des menaces extérieures devenait trop intense, Amélie se surprenait à parler à Espoir comme à un confident. « Ils pensent pouvoir nous séparer », murmurait-elle en berbère, langue que sa grand-mère lui avait transmise et qui semblait créer un espace intime entre elle et le cheval. « Ils ne comprennent pas ce qui nous lie.
Espoir, comme s'il percevait ses émotions au-delà des mots, s'approchait alors et restait simplement près d'elle, sa présence massive offrant un étrange réconfort. Un après-midi, alors que la lumière automnale baignait l'enclos d'une douce clarté dorée, un événement extraordinaire se produisit. Amélie était assise sur une balle de foin, perdue dans ses pensées, quand Espoir s'approcha délibérément. Avec une douceur infinie, il abaissa sa tête imposante et la reposa sur l'épaule de la jeune femme, dans un geste qui ressemblait étrangement à une étreinte. Marcel, qui apportait des seaux d'eau fraîche, s'immobilisa devant ce tableau. « C'est un miracle », murmura-t-il, ému aux larmes. Claire Dubois, qui venait d'arriver pour discuter stratégie, observa la scène en silence avant d'annoncer « Nous avons de nouveaux témoins, d'anciens employés de Beaumont prêts à parler des méthodes utilisées au Haras. » La nouvelle insuffla un nouvel espoir. Pourtant, le poids médiatique commençait à peser. Un soir, zappant distraitement sur la télévision communautaire du refuge, Amélie tomba sur une interview de Beaumont lui-même. Impeccablement mis, il projetait l'image d'un homme d'affaires responsable injustement attaqué. « J'aime mes chevaux comme s'ils étaient mes propres enfants », affirmait-il avec une conviction apparente. Ces accusations sont le fait d'activistes extrémistes qui ne comprennent rien à l'art équestre. Cette nuit-là, incapable de dormir, Amélie s'installa près de l'enclos d'Espoir. La lune baignait le refuge d'une lumière argentée, révélant la silhouette puissante du Mustang qui somnolait paisiblement. Un souvenir lui revint, aussi net qu'une photographie. Sa grand-mère Fatima, assise dans leur petit jardin à la Belle de Mai, lui racontant l'histoire des chevaux berbères. Ils portent la mémoire de notre peuple dans leurs yeux, disait-elle en caressant les cheveux d'Amélie. Les Romains, les Arabes, les Français, tous ont voulu les posséder, mais ils n'appartiennent qu'au vent et aux étoiles. Le lendemain matin apporta un moment décisif. Amélie était dans l'enclos avec Espoir, pratiquant ce que la Dreux Moreau appelait la communication silencieuse, se tenant simplement immobile, respirant au même rythme que le cheval, établissant une connexion qui transcendait les mots. Soudain, comme mu par une décision intérieure, Espoir s'approcha et se plaça délibérément à côté d'elle, présentant son flanc. Puis il fléchit légèrement les genoux, dans une invitation impossible à mal interpréter. Avec une lenteur délibérée, Amélie posa ses mains sur le dos du Mustang, sentant sous ses paumes la chaleur de sa peau et le frémissement des muscles. Puis, dans un mouvement fluide né de l'instinct, elle se hissa sur son dos. Pas de selle, pas de bride, rien que la confiance mutuelle. Espoir resta parfaitement immobile un instant, puis commença à marcher doucement, portant Amélie avec une grâce délicate. Un cercle de spectateurs s'était formé autour de l'enclos. Bénévoles, journalistes, simples curieux, tous témoins silencieux de ce moment extraordinaire. « C'est impossible », murmura un vétérinaire présent. Un cheval avec son historique de trauma ne devrait jamais accepter un cavalier sans équipement, sans contrainte. Un photographe captura l'instant. Amélie assise droite sur le dos d'Espoir, ses cheveux noirs flottant dans la brise, le Mustang avançant avec une dignité retrouvée. Cette image, publiée dans la Provence le lendemain puis reprise par les médias nationaux, devint instantanément emblématique. La réaction de Beaumont ne se fit pas attendre. Ce soir-là, il fit une déclaration surprenante sur France 3 Provence. Par respect pour le lien apparent entre mademoiselle Dufresne et l'animal, je suis disposé à l'embaucher comme soigneuse dans mon haras, avec salaire et logement. Ainsi, elle pourra poursuivre son travail spécial sous une supervision appropriée. Quand Claire lui transmit cette offre par téléphone, Amélie sentit un frisson glacé parcourir son échine. « C'est un piège », confia-t-elle à Marcel après avoir raccroché. « Il veut nous séparer dès que j'aurai mis les pieds là-bas. Et après ça, Espoir ne sera plus jamais le même. » Marcel acquiesça gravement. Beaumont n'abandonne jamais. Il attend juste le bon moment pour frapper. Cette nuit-là, alors qu'Amélie somnolait sur son lit de fortune, dans la remise du refuge, son téléphone vibra. Un nouveau message anonyme, mais différent cette fois, une photo d'elle sortant de son appartement, avec une croix rouge dessinée sur son visage et une phrase en français. Les immigrés qui dérangent finissent souvent par disparaître. Les mots sur l'écran de son téléphone semblaient pulser dans la pénombre.
une croix rouge sur son visage, la menace à peine voilée. Amélie éteignit l'appareil d'une main tremblante et le glissa sous son oreiller, comme si ce geste pouvait également ensevelir sa peur. Le sommeil la fuyait désormais. Allongée sur son lit de fortune dans la remise du refuge, elle écoutait les bruits nocturnes, le vent dans les arbres, le hennissement occasionnel d'espoir, les ronflements lointains de Marcel. À l'aube, quand elle se leva après une nuit blanche, une nouvelle épreuve l'attendait. Son téléphone vibra à nouveau, mais cette fois, c'était un appel de sa colocataire Samira. « Amélie, ton patron de l'hôtel est passé. Enfin ton ancien patron, commença-t-elle, hésitante. Il a dit que tu avais laissé des affaires et que tu devais les récupérer aujourd'hui. » Amélie sentit une pointe d'inquiétude. « Je n'ai rien laissé là-bas. » C'est ce que je pensais. Il avait l'air étrange. Il a aussi mentionné que des clients importants s'étaient plaints, que ton histoire faisait du tort à l'établissement. Après avoir raccroché, Amélie se rendit à l'hôtel avec appréhension. Le directeur l'attendait dans son bureau, le visage fermé. « Mademoiselle Dufresne », commença-t-il sans préambule. « Je regrette, mais nous avons reçu des appels de clients importants. Votre contrat se termine aujourd'hui. » « Mon contrat s'est déjà terminé quand vous m'avez renvoyé il y a 3 jours, » répondit-elle calmement. Le directeur eut l'air embarrassé. « Oui, bien sûr. Mais je dois vous informer officiellement que toute référence professionnelle de notre part sera, comment dire, nuancée. » Amélie comprit le message. Beaumont s'assurait qu'aucun hôtel de Marseille ne l'embaucherait. Sans emploi, son renouvellement de titre de séjour devenait encore plus précaire. De retour à son appartement pour récupérer quelques affaires, une nouvelle surprise l'attendait. Son propriétaire, un homme habituellement discret, l'aborda dans l'escalier, manifestement mal à l'aise. « Mademoiselle Dufresne, je dois vous parler. J'ai reçu une offre pour l'immeuble entier, 3 fois sa valeur marchande. »« Vous vendez l'immeuble » demanda Amélie, incrédule. « Je n'ai pas encore décidé, mais c'est une offre qu'on ne refuse pas facilement. Je voulais vous prévenir que, si ça se fait, les nouveaux propriétaires prévoient une rénovation complète. Tous les baux seraient résiliés. » Amélie hocha la tête, comprenant l'implication. Une autre manœuvre de Beaumont. Méthodiquement, il détruisait chaque pilier de sa vie marseillaise. Au refuge, l'atmosphère avait changé. Des journalistes campaient désormais en permanence devant l'entrée. Des militants pour les droits des animaux avaient installé une permanence. Plus surprenant encore, des membres de la communauté maghrébine locale venaient régulièrement, apportant nourriture et soutien moral. Dans l'enclos, Espoir manifestait un comportement nouveau. Lorsqu'Amélie s'approchait, il venait maintenant à sa rencontre. Plus étonnant encore, il s'interposait systématiquement entre elle et les visiteurs inconnus, comme un gardien vigilant. Ce n'était pas de l'agressivité, mais une posture claire de protection qui stupéfiait les observateurs. « On dirait qu'il sent que tu es en danger », remarqua Marcel. « Les animaux perçoivent ces choses, tu sais. » Claire Dubois arriva en fin de matinée, accompagnée d'un homme d'une 40aine d'années à l'allure nerveuse qui regardait constamment par-dessus son épaule. « Amélie, voici Pierre Leroux. Il a travaillé pour Beaumont pendant 5 ans comme palefrenier en chef. » Pierre avait les traits tirés d'un homme qui n'a pas dormi depuis longtemps. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il serra celles d'Amélie. « J'ai vu les reportages, » dit-il à voix basse. Je ne pouvais plus me taire. Dans le petit bureau de Marcel, portes et fenêtres fermées malgré la chaleur, Pierre raconta son histoire. Ce n'est pas seulement Espoir. Il y en a eu d'autres. Certains ont disparu après être devenus des problèmes insolubles. « Disparu ?» interrogea Claire, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Beaumont disait qu'ils étaient vendus à l'étranger. Mais certains soirs, son chauffeur partait avec une remorque et revenait sans cheval. Je n'ai jamais vu de document de vente. Amélie sentit un frisson la parcourir. « Vous pensez qu'il les a tués ? Je n'ai pas de preuves, » répondit Pierre en détournant le regard. « Juste des coïncidences troublantes. Et des bruits que j'ai entendus une nuit dans la grange arrière. Des bruits que je préférerais oublier. » Une journaliste de France 3 Provence, qui avait suivi l'affaire depuis le début, obtint une interview exclusive avec Pierre. Dans son bureau spartiate au refuge, elle installa sa caméra pendant que Pierre, le visage partiellement masqué, dévoilait l'envers du décor luxueux du Haras Beaumont. « Les méthodes employées là-bas dépassent largement le cadre légal, affirma-t-il,
sortant discrètement son téléphone. J'ai pris des risques pour documenter cela. Les images qui apparurent sur l'écran firent suffoquer la journaliste. Un cheval attaché si court qu'il ne pouvait bouger, un autre forcé à rester debout dans l'eau glacée pendant des heures, des instruments de contention qui ressemblaient plus à des instruments de torture. C'est la méthode Beaumont, expliqua Pierre. Briser leur esprit avant de dresser leur corps. Le reportage diffusé ce soir-là fit l'effet d'une bombe. Très vite, des experts en comportement équin furent invités sur les plateaux télé, débattant passionnément de l'éthique du dressage et des droits fondamentaux des animaux. Beaumont ne tarda pas à contre-attaquer. Dans une interview accordée au journal économique Les Échos, il peignit le portrait d'Amélie comme une activiste radicale, aux connexions douteuses avec des groupes extrémistes. « Cette jeune femme n'a aucune formation équestre », affirma-t-il. « Je m'inquiète pour la sécurité de mon cheval entre les mains d'une amateur dont le statut légal dans notre pays est lui-même sujet à caution. » Cette attaque à peine voilée sur ses origines et son statut d'immigré blessa Amélie profondément, mais suscita également une vague inattendue de solidarité. Le lendemain matin, alors qu'elle arrivait au refuge, elle découvrit une scène surprenante. Une dizaine de bateaux de pêche traditionnels étaient amarrés le long du canal adjacent, chacun arborant une bannière représentant la silhouette d'un cheval. Les pêcheurs du vieux port, ces hommes rudes et taciturnes, avaient organisé leur propre forme de protestation. « Mon grand-père était berbère, comme toi », expliqua l'un d'eux à Amélie. Il nous racontait comment là-bas, un homme qui maltraite son cheval est considéré comme le dernier des lâches. Au marché de Noailles, cœur battant de la communauté maghrébine de Marseille, les commerçants s'organisèrent pour envoyer quotidiennement des provisions au refuge. Couscous encore chaud dans des conteneurs en plastique, fruits frais, pain tout juste sorti du four. Pour la fille qui affronte le riche et défend le faible, dit simplement un vieux marchand de fruits en déposant une caisse de grenades et de figues fraîches. Plus touchante encore fut l'arrivée d'une vieille dame algérienne, appuyée sur une canne sculptée, accompagnée de sa petite fille. Elle portait un petit sac en tissu brodé. « Ma petite fille m'a montré ton histoire sur Facebook », dit-elle en berbère à Amélie, leur langue maternelle commune créant instantanément un lien. Ça m'a rappelé les histoires que ma grand-mère racontait sur les chevaux berbères qui comprennent le langage du cœur. De son sac, elle sortit de petits sachets d'herbes séchées et d'argile verte. Pour ses blessures, mélange-les avec de l'huile d'olive et applique au coucher du soleil quand l'animal est calme. Cette solidarité spontanée renforçait Amélie, mais sa situation personnelle devenait de plus en plus précaire. Sans emploi et bientôt sans logement, elle commença à passer ses nuits au refuge, dormant sur une paillasse improvisée dans la remise à outils. Un soir, épuisée par la tension constante, elle s'endormit dans l'enclos même, adossée à la clôture. Au milieu de la nuit, Marcel, faisant sa ronde habituelle, trouva une scène qui le figea sur place. Espoir, allongé près d'Amélie, son grand corps formant un bouclier protecteur autour d'elle, qui dormait paisiblement, couverte seulement d'un mince plaid usé. À l'aube, ce fut la Dreux Moreau qui les découvrit ainsi. Son expression professionnelle se fendit d'un sourire ému. « Amélie » appela-t-elle doucement pour ne pas effrayer le cheval. « J'ai un appartement supplémentaire sur le campus universitaire. Il est à vous si vous le souhaitez. » Cette offre arrivait à point nommé, mais alors qu'Amélie rassemblait ses maigres possessions, Marcel reçut une nouvelle notification administrative. Une amende supplémentaire pour hébergement non autorisé d'une personne sur site. « On ne peut pas payer tout ça », soupira-t-il, l'inquiétude creusant davantage les rides de son visage. Beaumont va réussir à fermer le refuge. Le désespoir menaçait de submerger Amélie, mais contre toute attente, cet espoir qui semblait lui insuffler courage. Le Mustang avait développé une sensibilité remarquable à ses émotions. Quand elle était triste, il venait poser sa tête sur son épaule, son souffle chaud apaisant comme une caresse. Cette connexion ne passait pas inaperçue. Claire, revenant d'une réunion avec son équipe juridique, observa longuement leur interaction silencieuse. « Nous devons changer notre stratégie », annonça-t-elle finalement. « Nous n'allons pas seulement questionner la propriété, mais le statut légal même des animaux sensibles. » Ce soir-là, après s'être installée dans le petit appartement prêté par la Dreux Moreau,
Amélie retrouva un semblant de normalité en prenant sa première douche chaude depuis des jours. La chambre était modeste mais propre, avec une fenêtre donnant sur les jardins de l'université. En revenant dans le salon, elle remarqua un petit paquet posé sur la table. Pas d'expéditeur, pas de mots. Juste une enveloppe brune ordinaire. Méfiante après les menaces reçues, elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Après un moment d'hésitation, elle la brancha sur l'ordinateur portable de la Dr Moreau. L'écran s'illumina avec des fichiers vidéo. En cliquant sur le premier, Amélie sentit son sang se glacer. Les images montraient l'intérieur d'un bâtiment qu'elle supposa être le Haras Beaumont. Un homme, dont le visage restait hors cadre, utilisait un appareil électrique sur un jeune cheval qui se débattait, ses cris déchirant le silence de l'appartement. D'autres vidéos suivaient, chacune plus horrible que la précédente. Et puis soudain, elle le vit. Espoir, plus jeune, mais reconnaissable à la marque blanche sur son flanc. Attaché si court qu'il pouvait à peine respirer, il subissait un traitement qui ressemblait plus à de la torture qu'à du dressage. Une voix hors champ ordonnait « Continuez jusqu'à ce qu'il comprenne qui est le maître. S'il résiste encore demain, passez à la méthode espagnole. » Un murmure se fit entendre alors que la vidéo se terminait. « Beaumont ne sait pas que j'ai ça. Utilisez-le avec sagesse. Il a déjà tué avant. » Pétrifiée devant l'écran, Amélie porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Les images défilaient, comme un cauchemar dont elle ne pouvait s'extraire. Espoir, plus jeune, mais reconnaissable, soumis à des traitements que même les mots les plus crus peinaient à décrire. Son corps tremblait, non de peur mais d'une rage qu'elle ne se connaissait pas. Cette clé USB anonyme contenait les preuves les plus accablantes contre Beaumont, mais aussi les plus dangereuses pour celui qui les avait collectées. Après une nuit blanche à visionner ces horreurs, elle appela Claire Dubois dès les premières lueurs de l'aube. L'avocate arriva 1 heure plus tard, le visage grave lorsqu'Amélie lui montra le contenu du pendrive. « C'est exactement ce dont nous avions besoin », murmura Claire, notant méthodiquement le contenu de chaque vidéo. Ces images prouvent sans l'ombre d'un doute l'abus systématique dans le haras de Beaumont. « Pouvons-nous les utiliser au tribunal ?» demanda Amélie, les yeux encore rougis par les larmes et l'insomnie. Claire secoua la tête, son expression professionnelle masquant mal sa frustration. C'est là que ça se complique. Ces preuves ont été obtenues sans autorisation. Légalement, nous marchons sur des œufs. Elles furent interrompues par l'arrivée de la Dr Moreau, qui jeta un regard aux images figées sur l'écran avant de détourner les yeux, le dégoût évident sur son visage. « Nous devons organiser une réunion d'urgence », décida Claire. Toute l'équipe juridique, aujourd'hui même. Dans le bureau exigu que Claire partageait avec 2 autres avocats dans le quartier du Panier, l'équipe de défense s'était rassemblée. L'atmosphère était électrique, entre espoir pour ces nouvelles preuves et inquiétude quant à leur admissibilité. « La jurisprudence est claire », expliqua un jeune avocat aux traits tirés. « Toute preuve obtenue illégalement risque d'être rejetée par le tribunal. » Ils furent interrompus par la sonnerie du téléphone de Claire. Son expression passa de la surprise à la consternation. « Je comprends. Oui, nous serons présents. » Elle raccrocha lentement. L'avocat de Beaumont vient de faire déposer une ordonnance du juge. Toute preuve obtenue sans autorisation formelle est interdite d'être présentée au tribunal. « Comment ont-ils su ?» s'exclama Amélie. « Beaumont a des yeux et des oreilles partout », répondit Claire avec amertume. Mais cela confirme aussi que ces vidéos sont authentiques. Il ne chercherait pas à les bloquer si elles étaient en défaut. Le retour au refuge fut silencieux, chacune perdue dans ses pensées. Amélie sentait le poids de l'injustice comme une pierre sur sa poitrine. Comment la vérité pouvait-elle être si évidente et pourtant si difficile à faire entendre? À son arrivée, une surprise l'attendait. La Dr Moreau discutait avec une équipe de techniciens qui installait un équipement sophistiqué près de l'enclos d'Espoir. « Ah, vous voilà !» s'exclama la vétérinaire avec un enthousiasme qui contrastait avec l'humeur générale. L'université a approuvé un projet d'étude sur la communication interspécifique. Vous et Espoir seriez des sujets parfaits. « Une étude ?» répéta Amélie, désorientée par ce changement inattendu. « Sur les interactions humain-équin en situation de trauma », précisa la Dr Moreau. « Nous utiliserons des capteurs non invasifs pour mesurer les réactions physiologiques d'Espoir en votre présence.
rythme cardiaque, niveau de cortisol, température corporelle. Amélie regarda les techniciens qui préparaient de petits appareils ressemblant à des sangles élastiques. « Est-ce que ça lui fera mal ? Je ne veux pas. »« Absolument pas », la rassura la Dromoro. Ces capteurs sont conçus spécifiquement pour les chevaux anxieux. Il ne les sentira presque pas. Le lendemain matin, après une longue période d'acclimatation où Espoir put se familiariser avec les équipements, les premières mesures commencèrent. La Dromoro avait installé des moniteurs dans une petite tente à distance respectueuse de l'enclos, où des étudiants en comportement animal observaient les données en temps réel. « Maintenant, Amélie, approchez-vous normalement comme vous le feriez d'habitude », instruisit la Dromoro. Amélie entra dans l'enclos et commença à chanter doucement la mélodie berbère qui était devenue leur rituel. Espoir, malgré les sangles discrètes autour de son poitrail, sembla à peine les remarquer, ses oreilles orientées vers la jeune femme dès qu'elle commença à chanter. Dans la tente d'observation, un étudiant laissa échapper une exclamation. « C'est incroyable. Regardez les niveaux de cortisol. Ils chutent en temps réel. » La Dromoro observait les graphiques avec un mélange de fascination professionnelle et d'émerveillement personnel. En 30 ans de recherche comportementale, je n'ai jamais vu une réponse aussi immédiate et prononcée. L'expérience continua pendant plusieurs jours, documentant méticuleusement chaque interaction. Les résultats devenaient de plus en plus remarquables. Non seulement les niveaux de stress d'Espoir diminuaient drastiquement en présence d'Amélie, mais plus surprenant encore, leur rythme cardiaque commençait à se synchroniser lorsqu'ils étaient proches l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle une résonance émotionnelle, expliqua la Dromoro à un groupe d'étudiants fascinés. Nous l'observons parfois entre humains très proches, mères et enfants, jumeaux, couples de longue date, mais rarement entre espèces différentes, et jamais avec cette intensité. Un après-midi, alors que les tests se poursuivaient, un homme d'une 60aine d'années arriva au refuge. Il se présenta comme le professeur Antoine Leclerc, anthropologue culturel de la Sorbonne, spécialisé dans les pratiques équestres traditionnelles d'Afrique du Nord. « J'ai entendu parler de votre cas et j'ai vu quelques vidéos », expliqua-t-il en serrant la main d'Amélie. « Ce que vous faites intuitivement avec ce cheval est fascinant d'un point de vue anthropologique. » Il observa pendant des heures la façon dont Amélie interagissait avec Espoir, ses gestes mesurés, sa façon de se positionner, les modulations de sa voix. « Ce n'est pas du mysticisme », commenta-t-il finalement. « Ce sont des techniques ancestrales berbères de communication équine. Certains de vos gestes sont identiques à ceux documentés dans des manuscrits du XIIe siècle que j'ai étudiés. »« Mais je n'ai jamais appris ces techniques », protesta Amélie. « Parfois, la connaissance est transmise de façon que la science moderne peine à expliquer », répondit simplement le professeur. « Votre grand-mère vous a peut-être enseigné plus que vous ne le réalisez. » La présence de ces chercheurs renommés attira l'attention de Thomas Girard, un documentariste indépendant connu pour ses films sur la relation homme-animal. Grand, barbe poivre et sel, regard perçant derrière des lunettes rondes, il arriva un matin au refuge, caméra à l'épaule. « Je ne cherche pas le sensationnalisme », précisa-t-il après s'être présenté. « Je veux simplement documenter cette histoire extraordinaire, cette connexion que vous avez établie. » Au fil des jours, Thomas devint presque invisible, capturant des moments que personne d'autre ne remarquait, la façon dont Espoir imitait subtilement les mouvements d'Amélie, comme s'il partageait une chorégraphie secrète. Comment le Mustang, autrefois si craintif, avait appris à interpréter chaque variation dans sa voix, chaque changement dans sa posture. Un matin, Thomas filma une séquence particulièrement émouvante. Amélie s'était assise dans l'enclos, simplement présente, pendant qu'Espoir mangeait paisiblement à quelques mètres. Sans avertissement, le cheval s'approcha, prit une pomme dans le seau à côté d'Amélie, puis, dans un geste d'une délicatesse surprenante, déposa la pomme sur les genoux de la jeune femme, avant de s'éloigner. « Il vous a fait un cadeau », murmura Thomas derrière sa caméra. Un comportement extrêmement rare chez les équidés non domestiqués. Ces progrès scientifiques et documentaires représentaient une lueur d'espoir, mais la bataille juridique continuait de faire rage. Dans son bureau luxueux dominant la ville, Beaumont regardait avec fureur les reportages télévisés sur l'étude universitaire qui validait scientifiquement la connexion spéciale entre Amélie et Espoir.
Comment ose-t-il transformer cette farce sentimentale en prétendue science? Fulmina-t-il en jetant la télécommande contre le mur? Ce cheval m'appartient. Ses résultats sont biaisés. Son avocat, habitué à ces éclats, attendit patiemment que la tempête passe. Nous avons réussi à bloquer les vidéos compromettantes, c'est déjà une victoire. Mais Beaumont n'écoutait plus. Une idée germait dans son esprit, une solution définitive à ce problème qui commençait à affecter sérieusement ses affaires. Plusieurs contrats importants avaient été suspendus suite à la publicité négative. Des investisseurs posèrent des questions gênantes. Cette nuit-là, alors que le refuge sommeillait sous un ciel étoilé, une silhouette se faufila entre les bâtiments. Un homme au visage dissimulé sous une capuche s'approcha furtivement du réservoir d'eau qui alimentait l'abreuvoir d'espoir. Dans sa main, un petit flacon au contenu suspect. Il n'avait pas remarqué les étudiants qui campaient à proximité dans le cadre de leur tour de garde volontaire. L'un d'eux, réveillé par un bruit suspect, alluma sa lampe frontale, surprenant l'intrus en pleine action. « Hé, qu'est-ce que vous faites là » cria-t-il, réveillant instantanément ses camarades. La confusion qui s'ensuivit fut chaotique. L'homme tenta de s'enfuir mais fut rapidement encerclé par les étudiants. Un flacon tomba de sa poche, roulant dans la poussière. La police fut appelée, et bientôt le refuge grouillait d'officiers prenant des dépositions tandis que des journalistes s'agglutinaient au portail. À l'aube, l'analyse préliminaire du contenu du flacon confirma les pires craintes. Un puissant sédatif mélangé à une substance toxique. Assez pour rendre Espoir gravement malade, peut-être même pour le tuer. L'homme arrêté refusait de parler, mais un portefeuille trouvé dans sa poche contenait une carte de visite du Haras Beaumont. Cette tentative d'empoisonnement fit la une des journaux locaux, puis nationaux. Des caméras de télévision se massaient désormais en permanence devant le refuge. La Dreux Moreau, sollicitée pour des interviews, présenta les résultats préliminaires de son étude. « Les données sont irréfutables », affirma-t-elle face aux caméras de France 2. Ce cheval présente des niveaux de confiance envers Mademoiselle Dufresne qui contredisent complètement son historique comportemental. Leur rythme cardiaque se synchronise d'une manière que nous observons rarement même entre humains. Les images tournées par Thomas Girard commencèrent à circuler sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Espoir suivant les mouvements d'Amélie dans une danse silencieuse, répondant à des indications si subtiles qu'elles étaient presque invisibles pour l'œil non averti. « Ce n'est pas du dressage », expliquait le professeur Leclerc dans une interview. C'est une forme de communication ancestrale basée sur le respect mutuel plutôt que sur la domination. Les Berbères l'ont pratiquée pendant des siècles avant que nous ne l'oubliions au profit de méthodes plus expéditives. Un soir, alors que les derniers visiteurs quittaient le refuge, Thomas demanda la permission de filmer un moment plus intime. Amélie accepta, et ils se rendirent dans l'enclos où Espoir les accueillit avec un hennissement doux. La jeune femme s'assit simplement à côté du Mustang, posant délicatement sa main sur son encolure. Elle commença à lui parler à voix basse, en berbère, comme elle le faisait souvent quand ils étaient en seul. Des mots que sa grand-mère lui avait appris, des histoires de désert et de liberté. Espoir inclina la tête, ses oreilles orientées vers elle, comme s'il comprenait chaque syllabe. À un moment, il abaissa son museau jusqu'à toucher délicatement la joue d'Amélie, dans un geste d'une tendresse infinie. Thomas captura cet instant avec une émotion palpable, sachant qu'il filmait quelque chose de rare et précieux. Non pas simplement l'histoire d'une jeune femme et d'un cheval, mais une leçon sur la guérison, la patience et le pouvoir transformateur de la compassion. Cette nuit-là, après le départ de Thomas, Amélie reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle décrocha avec appréhension, encore traumatisée par les menaces précédentes. Mademoiselle Dufresne, une voix masculine, hésitante. « Je m'appelle Claude Mercier. J'étais le comptable de Beaumont. J'ai été licencié quand j'ai questionné certaines dépenses spéciales liées à l'élimination de problèmes. J'ai des registres financiers qui prouvent qu'il a ordonné l'abattage d'au moins 7 chevaux de valeur quand il n'a pas réussi à les briser. Je m'appelle Claude Mercier. J'étais le comptable de Beaumont. J'ai été licencié quand j'ai questionné certaines dépenses spéciales liées à l'élimination de problèmes. J'ai des registres financiers qui prouvent qu'il a ordonné l'abattage d'au moins 7 chevaux de valeur quand il n'a pas réussi à les briser.
Amélie sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à un rythme effréné. La voix à l'autre bout du fil était basse, presque un murmure, comme si Claude Mercier craignait d'être entendu malgré la distance. « Monsieur Mercier, ces accusations sont extrêmement graves, » répondit-elle, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Seriez-vous prêt à rencontrer mon avocate ? » « Pas dans un lieu public, » précisa-t-il. « Beaumont a des yeux partout. Je vous enverrai une adresse par message. Venez seul avec votre avocate. À 22 heures. » Le lendemain soir, dans un petit appartement anonyme de la banlieue marseillaise, Amélie et Claire Dubois faisaient face à un homme usé par l'anxiété. Claude Mercier, la cinquantaine grisonnante, avait le regard fuyant de ceux qui vivent dans la peur constante. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il leur tendit une épaisse chemise cartonnée. « J'étais responsable de la comptabilité du haras depuis 15 ans, commença-t-il en ouvrant le dossier. Tout est là, facture codée d'un service d'élimination se référant à des chevaux spécifiques. Claire examina les documents avec une attention professionnelle, son visage s'assombrissant au fil des pages. Ces paiements à Carnes-Delsur, c'est un abattoir ? Clandestin, confirma Mercier. À la frontière espagnole. Quand un cheval devenait trop problématique, trop résistant au dressage, Beaumont le déclarait officiellement « vendu à l'étranger ». En réalité, il laissa sa phrase en suspens, mais le silence qui suivit était plus éloquent que des mots. Amélie sentit une nausée l'envahir en pensant qu'Espoir aurait pu connaître le même sort. « Ce n'est pas seulement les chevaux », poursuivit Mercier. « Il y a un schéma de cruauté dans toutes ces affaires. Ces vignobles emploient des travailleurs sans papier payés une misère. Ces restaurants achètent du gibier braconné. » Claire photographiait méthodiquement chaque document. « Avec cela, nous pouvons demander une ordonnance judiciaire pour enquêter sur cet abattoir. Si nous y trouvons des preuves physiques, 3 jours plus tard, l'équipe juridique d'Amélie obtenait une victoire inespérée. Un juge d'instruction, impressionné par les preuves comptables, signait une autorisation de perquisition pour l'établissement Carnes-Delsur. Claire accompagna personnellement les enquêteurs, déterminés à ne laisser place à aucune échappatoire juridique. Ce qu'ils découvrirent dépassa les pires craintes. Derrière le bâtiment principal, dans une zone soigneusement dissimulée, des fosses avaient été creusées. L'exhumation révéla des ossements équins, certains portant encore des micropuces d'identification. « Mon Dieu !» murmura Claire, lorsqu'un technicien scanna l'une des puces, révélant l'identité d'un étalon arabe réputé disparu 2 ans auparavant. Ils les ont simplement éliminés. L'affaire prenait désormais une ampleur qui dépassait le seul cas d'Espoir. Des journalistes d'investigation commencèrent à explorer d'autres aspects des activités de Beaumont. Un reporter du Monde découvrit que ces vignobles employaient effectivement des travailleurs sans papier dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Une équipe de France Inter révéla des liens troubles avec des laboratoires pharmaceutiques testant des produits sur des animaux sans suivre les protocoles éthiques requis. Au refuge, Amélie observait cette tempête médiatique avec des sentiments mitigés. D'un côté, chaque révélation renforçait leur position juridique. De l'autre, la tension croissante rendait sa vie quotidienne de plus en plus compliquée. Mademoiselle Dufresne, une femme élégante l'aborda un matin alors qu'elle préparait la nourriture d'Espoir. Édition Gallimard. Nous serions intéressés par les droits de votre histoire. Un livre, peut-être même une adaptation cinématographique. Ce n'était pas la première proposition. Des producteurs, des éditeurs, des journalistes célèbres, tous voulaient transformer son expérience en produit commercial. Les offres étaient tentantes, surtout pour quelqu'un dont la situation financière restait précaire. Pourtant, quelque chose en elle résistait. « Marcel », demanda-t-elle ce soir-là au vieil homme qui était devenu comme un père pour elle. « Que ferais-tu à ma place? Toutes ces propositions. » Marcel caressa sa barbe blanche, pensif. « Tu es venu ici pour guérir Espoir. Mais peut-être que ce cheval est arrivé dans ta vie pour donner une voix à tous les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer. » Ces paroles résonnèrent en elle. Si son histoire pouvait changer les pratiques d'élevage, inspirer une législation plus stricte sur le bien-être animal, n'était-ce pas une responsabilité d'accepter cette visibilité? Un développement inattendu vint renforcer cette réflexion. Une association d'aide aux réfugiés contacta le refuge.
demandant s'il était possible d'organiser une visite pour des enfants traumatisés par la guerre. Beaucoup étaient non-verbaux depuis leur arrivée en France, enfermés dans un silence protecteur après avoir vu l'innommable. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée », hésita Marcel. Espoir reste un animal imprévisible avec les étrangers, mais Amélie sentait intuitivement que cela pourrait fonctionner. « Laisse-moi essayer. Juste un petit groupe, sans pression. » Le jour de la visite, 6 enfants syriens et afghans arrivèrent au refuge, accompagnés de leurs thérapeutes. Leurs regards étaient vides, leurs gestes mécaniques, symptômes classiques de traumatisme profond. Amélie les accueillit simplement, sans enthousiasme forcé ni pitié condescendante. « Voici Espoir », dit-elle doucement, en les guidant vers l'enclos, où le Mustang observait les nouveaux venus avec méfiance. « Comme vous, il a connu la peur et la douleur. Comme vous, il apprend à faire confiance à nouveau. » Elle ne les pressa pas d'approcher, les laissant simplement s'asseoir à distance, observant comment elle interagissait avec le cheval. Elle chanta doucement en berbère, caressant l'encolure d'Espoir qui se détendait visiblement sous ses doigts. Ce qui se produisit ensuite stupéfia les thérapeutes présents. Espoir, qui d'ordinaire restait méfiant avec les étrangers, commença à s'approcher lentement des enfants. Il s'arrêta devant une petite fille dont le dossier indiquait qu'elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle avait vu sa famille mourir sous les bombes à Alep. Avec une délicatesse infinie, il abaissa sa tête imposante, jusqu'à ce que ses naseaux effleurent les cheveux de l'enfant. La petite fille resta immobile un instant, puis leva une main tremblante pour toucher le museau du cheval. Leurs regards se croisèrent, 2 âmes brisées se reconnaissant mutuellement. « Jamel » murmura-t-elle soudain, si bas que seuls ceux qui étaient tout près purent l'entendre. Il s'appelait Jamel, mon cheval à la maison. Sa thérapeute laissa échapper un sanglot étouffé. C'étaient que les premiers mots que l'enfant prononçait depuis son arrivée en France 8 mois auparavant. La Moreau, qui observait la scène, prit des notes frénétiques. « C'est extraordinaire », commenta-t-elle. Le cheval semble reconnaître le trauma chez ses enfants, comme s'il identifiait en eux le même type de douleur qu'il a connu. Cette visite, documentée dans le cadre de l'étude universitaire, attira l'attention de professionnels de la santé mentale. Bientôt, des articles scientifiques préliminaires commencèrent à paraître, explorant le potentiel thérapeutique unique d'Espoir pour les cas de stress post-traumatique. Pendant ce temps, l'Empire Beaumont commençait à s'effriter. Les révélations sur les abus dans son haras et les découvertes macabres à l'abattoir espagnol faisaient fuir sponsors et partenaires commerciaux. Les journaux télévisés montraient des images de la prestigieuse enseigne Château Beaumont, retirée de grandes surfaces internationales. La viniculture Beaumont perd des contrats majeurs suite aux allégations de maltraitance animale et d'exploitation de travailleurs migrants, annonça un présentateur de BFM TV, tandis que défilaient des images du domaine désormais assiégé par les journalistes. Plus significatif encore pour Amélie fut le revirement de certaines figures politiques qui, sentant le vent tourner, prenaient désormais leur distance avec l'homme d'affaires déchu. « J'ai rencontré M. Beaumont lors d'événements sociaux », déclara un sénateur influent lors d'une conférence de presse. « Mais je n'ai jamais été impliqué dans ces affaires, et je condamne fermement toute forme de cruauté envers les animaux. » Cette désertion des alliés autrefois fidèles marquait peut-être le tournant le plus décisif dans la bataille qui opposait David à Goliath. Un soir d'automne, alors que le soleil couchant baignait le refuge d'une lumière dorée, une voiture de luxe s'arrêta devant le portail. Beaumont en descendit, seul cette fois, sans avocat, sans assistant, sans l'arrogance qui le caractérisait habituellement. Son visage portait les marques d'un homme assiégé, vieilli de 10 ans en quelques semaines. Marcel, qui nourrissait les chiens, se figea à sa vue. « Je vais chercher Amélie », dit-il froidement. « Attendez », demanda Beaumont, sa voix dépourvue de son assurance habituelle. « Je voudrais lui parler en privé. » Lorsqu'Amélie arriva, elle fut frappée par la transformation de l'homme. Ce n'était plus le prédateur intimidant qui l'avait menacé, mais un être diminué, presque pathétique dans sa défaite imminente. « J'ai une proposition finale à vous faire », annonça-t-il sans préambule. Ils s'assirent sur un banc usé à l'entrée du refuge, un monde séparant leurs réalités respectives. Beaumont sortit une enveloppe de sa veste. « 1 million d'euros »,
déclara-t-il en la posant entre eux. Vous abandonnez toute revendication sur le cheval et signez un accord de confidentialité. Vous pourrez recommencer votre vie où vous voudrez, sans souci financier. Amélie regarda l'enveloppe, puis l'homme. Ce qu'il proposait résoudrait instantanément tous ses problèmes matériels. Plus de précarité, plus d'angoisse pour son visa, peut-être même la possibilité d'aider sa famille restée en Algérie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que des étudiants vigilants avaient discrètement activé leurs caméras pour enregistrer cette rencontre inattendue. Les micros captaient chaque mot échangé. Amélie prit une profonde inspiration, cherchant au fond d'elle-même la réponse juste. Puis, avec un calme qui surprit même ceux qui la connaissaient bien, elle répondit « Monsieur Beaumont, vous n'avez toujours pas compris. Espoir n'a pas de prix parce qu'il n'est pas une propriété, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris que parfois nous devons tout perdre pour reconnaître ce qui compte vraiment. » Les mots d'Amélie résonnèrent dans l'air du soir, porteurs d'une force tranquille qui contrastait avec sa situation précaire. Face à elle, Beaumont la fixait, incrédule, l'enveloppe contenant l'offre d'1 million d'euros toujours posée entre eux comme un objet désormais absurde. Les derniers rayons du soleil couchant embrasèrent la scène, transformant ce simple banc en bois en un improbable tribunal où se jouait bien plus que le sort d'un cheval. Au loin, le hennissement d'espoir rompit ce moment suspendu, comme s'il approuvait la décision de sa protectrice. Les vidéos capturant ce refus historique se propagèrent sur les réseaux sociaux avec la vitesse de l'éclair. En quelques heures, Amélie devint, sans l'avoir cherché, un symbole national de résistance contre l'arrogance du pouvoir. Le matin suivant, une réunion tendue se tenait dans les bureaux feutrés du cabinet juridique représentant Beaumont. Les avocats affichaient des mines graves devant les écrans d'ordinateur diffusant les dernières nouvelles. « Nous avons un problème », annonça Maître Vaillant, l'avocat principal, en se tournant vers ses collègues. Ils ont déposé une motion pour disqualifier mademoiselle Dufresne en raison de son statut migratoire incertain. « Sur quelle base exactement ?» demanda un jeune associé. « Ils prétendent qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son permis de séjour temporaire. Qu'elle n'a pas de revenus déclarés, pas d'adresse fixe. » Claire Dubois, informée de cette manœuvre par une source interne, convoqua immédiatement Amélie dans son bureau. La jeune femme arriva, les traits tirés par une fatigue qui s'accumulait depuis des semaines. « Ils sont désespérés », la rassura Claire en lui servant un thé à la menthe. « S'ils attaquent ton statut personnel, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments contre notre dossier. » Amélie fixa la tasse fumante entre ses mains. « Mais ils ont raison, non? Mon visa est en renouvellement. Je n'ai plus d'emploi déclaré depuis que l'hôtel m'a licencié. » « C'est précisément pourquoi ils t'ont fait licencier, » répliqua Claire avec véhémence. « Ils ont orchestré méthodiquement ta précarisation pour t'attaquer ensuite sur ce terrain. C'est aussi répugnant que prévisible. » Après un moment de réflexion, Claire se redressa, une lueur nouvelle dans le regard. « J'ai une idée. Une stratégie audacieuse, mais qui pourrait tout changer. » 2 jours plus tard, dans la salle d'audience du tribunal administratif, Claire Dubois exposait sa proposition inattendue au juge Mercier, un homme réputé pour son intégrité et son ouverture d'esprit. « Votre honneur, nous proposons un test simple qui permettrait au tribunal d'observer directement le lien exceptionnel entre mademoiselle Dufresne et l'animal en question. Un test où le cheval pourrait démontrer sa préférence. Une démarche fondée sur la science comportementale, non sur le sentimentalisme. » Les avocats de Beaumont bondirent immédiatement. « Objection, votre honneur. C'est ridicule. On nous propose un cirque émotionnel qui n'a pas sa place dans un tribunal. » « Expliquez votre proposition plus précisément, maître Dubois, » demanda le juge, ignorant les protestations. « Nous suggérons que le cheval soit amené dans un espace neutre, sous supervision judiciaire. Monsieur Beaumont et mademoiselle Dufresne se positionneraient à distance égale. L'animal serait alors libre de choisir vers qui il souhaite aller. Ce choix cohérent et répété est un comportement documenté scientifiquement chez les équidés. » La salle d'audience s'anima de murmures, rapidement interrompus par le marteau du juge. Claire fit alors entrer ses témoins experts, la Dreux Moreau et le professeur Leclerc, qui vinrent défendre la validité scientifique de ce test inhabituel. « Ce que nous proposons n'est pas un spectacle, mais une démonstration empirique, » expliqua la Dreux Moreau. « Les chevaux manifestent des préférences sociales claires et consistantes,
particulièrement dans des contextes de stress. Le juge Mercier, après avoir écouté attentivement, surprit l'Assemblée par sa réceptivité. Cette affaire transcende manifestement la jurisprudence traditionnelle. Peut-être exige-t-elle également des méthodes non conventionnelles d'évaluation. En quittant le tribunal, Amélie ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. La date du test était fixée à la semaine suivante, mais d'autres préoccupations pesaient sur ses épaules. Le lendemain matin, elle devait se rendre au bureau des services d'immigration pour son entretien de renouvellement de titre de séjour. L'édifice administratif gris et impersonnel semblait conçu pour intimider. Dans la salle d'attente bondée, Amélie observait les autres visages. Des hommes et femmes partageant la même anxiété, le même sentiment d'être jugés sur leur droit fondamental d'exister quelque part. Lorsque son nom fut appelé, elle entra dans un bureau étroit où un fonctionnaire à l'expression sévère l'attendait derrière une pile de dossiers. « Mademoiselle Dufresne, je vois que vous n'avez plus d'emploi déclaré. » commença-t-il sans préambule. « Et votre adresse actuelle est un refuge pour animaux? Ce n'est pas un logement reconnu officiellement. » « J'ai une attestation d'hébergement temporaire à l'université, » répondit Amélie, présentant le document fourni par la DRE Moreau. « Et vos moyens de subsistance actuels ?» Les questions s'enchaînèrent, chacune semblant conçue pour souligner sa précarité, pour lui rappeler qu'elle existait ici par permission, non par droit. Ce soir-là, dans le petit appartement prêté par la DRE Moreau, Amélie s'effondra sur le lit, épuisée émotionnellement. Elle sortit de sa poche le vieux foulard brodé de sa grand-mère Fatima, son talisman, son lien avec ses racines. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle laissa les larmes couler librement, un torrent silencieux de peur, de fatigue et de doute. « Grand-mère, » murmura-t-elle en berbère, « j'ai tellement peur de perdre. Pas seulement espoir, mais tout, ma place ici, mon droit d'exister dans ce pays qui est pourtant le mien. » Dans la solitude de cette chambre anonyme, elle pleura pour l'enfant qu'elle avait été, pour ses parents perdus trop tôt, pour la petite fille qui avait tenté d'arrêter un homme fouettant son cheval et qui s'était retrouvée dans la boue, humiliée. Elle pleura pour espoir, et tous les animaux s'envoient souffrant en silence. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil dans cet appartement qui n'était pas le sien, Amélie retourna au refuge. La lune pleine baignait les enclos d'une lumière argentée. Espoir, sentant sa présence, s'approcha de la clôture, ses yeux brillants dans la pénombre. Sans réfléchir, elle entra dans l'enclos et s'assit contre la paroi de bois. Ne sachant pas que Thomas Girard, resté tard pour filmer des plans nocturnes, l'observait discrètement à distance, elle commença à parler à Espoir comme elle ne l'avait jamais fait avec un être humain. « Avant toi, j'étais invisible dans ce pays, » confessa-t-elle doucement. « Il me traitait de sale arabe, me disait de rentrer chez moi. Mais quel chez moi? Je suis né ici. » Sa voix se brisa. « Quand mes parents sont morts, les services sociaux m'ont placé dans une famille d'accueil où la mère me faisait manger seule à la cuisine. À l'école, les autres enfants s'écartaient, comme si ma peau était contagieuse. » Espoir s'approcha lentement et s'allongea près d'elle, son souffle chaud créant de petits nuages dans l'air frais de la nuit. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Être traité comme un objet, jamais comme un être capable de ressentir. Être jugé dangereux avant même d'avoir agi. » Un sanglot secoua sa poitrine. « J'ai tellement peur qu'il t'emmène, que tout ça n'ait servi à rien. » Dans un geste d'une tendresse bouleversante, Espoir avança sa tête et la posa doucement sur l'épaule d'Amélie, comme pour absorber son chagrin. Ce simple contact sembla libérer quelque chose en elle. Non pas plus de larmes, mais une étrange certitude que, quoi qu'il arrive, ce qu'ils avaient à partager ne pourrait jamais leur être enlevé. Thomas, filmant silencieusement cette scène, sentit sa propre vision se brouiller d'émotions. Cette nuit même, il commença à monter ce qu'il appelait déjà son documentaire partiel, déterminé à capturer l'essence de cette histoire qui dépassait largement la simple question de la propriété animale. Le film, partagé d'abord en version courte sur les réseaux sociaux, puis repris par des médias traditionnels, déclencha un débat national sur les thèmes entrelacés du racisme, des droits des animaux et du sentiment d'appartenance. Les images d'Amélie confiant ses blessures les plus intimes à Espoir touchèrent une corde sensible chez des millions de spectateurs
qui n'avait jamais connu l'expérience de l'altérité, de l'exclusion. À la veille du jugement, un phénomène spontané se produisit. Des centaines de personnes convergèrent vers le refuge, formant une veillée silencieuse. Ils venaient de tous horizons, militants des droits animaux, bien sûr, mais aussi familles ordinaires, étudiants, travailleurs, retraités. Beaucoup appartenaient à des communautés immigrées, certains ayant parcouru des centaines de kilomètres pour être présents. Depuis la fenêtre du bureau de Marcel, Amélie observait cette mer de bougies avec incrédulité. Des personnes âgées maghrébines en habits traditionnels côtoyaient des enfants tenant des pancartes faites main. Des familles entières qu'elle n'avait jamais rencontrées étaient venues témoigner leur soutien, comme si sa lutte personnelle avait cristallisé quelque chose de plus grand, un besoin collectif de justice et de reconnaissance. Au petit matin, alors qu'Amélie se préparait pour cette journée décisive, Marcel lui apporta un petit paquet. « Les femmes du quartier l'ont cousu pour toi », expliqua-t-il. « Elles ont dit que tu devais le porter aujourd'hui. » Le paquet contenait un foulard traditionnel berbère finement brodé, orné de motifs protecteurs. Amélie le noua autour de son cou, touchée par ce geste qui reliait sa lutte présente à l'héritage de ses ancêtres. À son arrivée au palais de justice, elle fut accueillie par une haie d'honneur improvisée. Des centaines de personnes s'écartèrent pour lui ouvrir un passage, l'encourageant par des mots simples mais puissants. « Courage, Amélie ! Justice pour espoir !» Alors qu'elle gravissait les marches du tribunal, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Avec appréhension, elle l'ouvrit pour découvrir une photo étonnante. Espoir, encore poulain, aux côtés d'une magnifique jument berbère. Le texte qui accompagnait l'image la figea sur place. Il n'est pas seulement un Mustang ordinaire. Il est né d'une jument berbère primée qui a disparu quand elle a refusé d'obéir. Beaumont le sait. Ton cheval porte le même sang ancestral que toi. Les doigts d'Amélie tremblaient encore sur l'écran de son téléphone. La photo d'Espoir Poulain aux côtés d'une jument berbère semblait pulser dans l'air matinal, comme si les pièces d'un puzzle ancestral se mettaient soudain en place. Le même sang ancestral. Ces mots résonnaient en elle comme une révélation, expliquant cette connexion inexplicable qui s'était établie dès leur première rencontre sous la pluie. Le brouhaha de la foule rassemblée sur les marches du palais de justice la ramena au présent. Aujourd'hui, tout se jouait. Claire Dubois apparut à ses côtés, impeccable dans son tailleur noir, une serviette en cuir sous le bras. « Prête ?» demanda-t-elle simplement. Amélie hocha la tête, rangeant son téléphone. Cette révélation sur les origines d'Espoir, elle la garderait pour elle, comme un secret précieux, une force invisible pour affronter cette journée décisive. L'intérieur du tribunal ressemblait à une ruche bourdonnante. Jamais une affaire concernant un animal n'avait attiré pareille attention. La salle d'audience, bien que vaste, semblait étouffante tant elle était remplie. Journalistes au fond, membres d'associations de protection animale sur les côtés, simples citoyens ayant patienté depuis l'aube pour obtenir une place. Le juge Mercier, un homme dans la soixantaine au regard perçant sous des sourcils broussailleux, fit son entrée. Le silence tomba instantanément. Cette audience a pour objet de déterminer le sort du cheval enregistré sous le nom de Diable Sauvage, actuellement appelé Espoir, annonça-t-il d'une voix qui ne trahissait aucune émotion. Je rappelle à l'assistance que toute manifestation sera sanctionnée par une expulsion immédiate. À la table adverse, Jean-Pierre Beaumont siégeait entouré de 3 avocats. Son costume gris impeccable et son expression confiante contrastaient avec son récent passage à vide médiatique. Il semblait avoir retrouvé son assurance, comme si cette bataille finale lui insufflait une énergie nouvelle. Les plaidoiries commencèrent. Maître Vaillant, principal avocat de Beaumont, se leva avec une élégance étudiée. « Votre honneur, malgré la tempête émotionnelle qui entoure cette affaire, les faits juridiques restent d'une simplicité élémentaire, » commença-t-il. Monsieur Beaumont possède tous les documents attestant de sa propriété légitime sur cet animal de grande valeur. La question sentimentale du lien entre mademoiselle Dufresne et ce cheval, bien que touchante, n'a aucune pertinence juridique. Il présenta ensuite plusieurs experts en élevage équin qui, l'un après l'autre, défendirent des méthodes traditionnelles de dressage présentées comme nécessaires pour des chevaux de valeur. « Ce que mademoiselle Dufresne fait est certainement beau à voir », affirma un entraîneur renommé à la barre des témoins. « Mais c'est du sentimentalisme sans base scientifique ou commerciale. »
Des animaux d'exception exigent parfois des méthodes fermes. Quand vint le tour de la défense, Claire Dubois se leva avec une assurance tranquille qui captiva immédiatement l'assistance. « Votre honneur, nous ne contestons pas l'existence des documents de propriété. Nous contestons l'idée même que la propriété confère un droit absolu, particulièrement quand cette propriété concerne un être sensible. » Elle enchaîna en présentant les études scientifiques de la Deromoro. Sur un écran installé pour l'occasion, des graphiques illustraient la synchronisation cardiaque entre Amélie et Espoir. Des courbes qui s'alignaient parfaitement lorsqu'ils étaient en présence l'un de l'autre. « Ce que nous observons ici dépasse le simple attachement », expliqua la Deromoro, appelée à témoigner. C'est une forme de communication interspécifique extrêmement rare, mesurable physiologiquement. Un moment de stupeur parcourut l'assistance lorsque Claire fit projeter les images agrandies des blessures d'Espoir, révélant leur profondeur et leur caractère systématique. Des murmures indignés s'élevèrent, rapidement interrompus par le marteau du juge. Le professeur Leclerc apporta ensuite une dimension culturelle inattendue au débat. Avec l'autorité que lui conférait sa position à la Sorbonne, il expliqua comment les traditions équestres berbères reposaient sur une philosophie radicalement différente de la domination européenne. Les Berbères ont développé pendant des siècles des méthodes de communication avec les chevaux basées sur le respect mutuel, expliqua-t-il. Ce n'est pas du mysticisme, mais un savoir empirique qui considère le cheval comme un partenaire, non comme un sujet à soumettre. Quand vint le tour d'Amélie de témoigner, un silence presque sacré enveloppa la salle. Vêtue simplement, le foulard berbère offert par les femmes du quartier noué autour de son cou, elle semblait incarner une force tranquille que même l'apparat judiciaire ne pouvait intimider. « Je n'ai jamais essayé de le dresser », dit-elle simplement. « J'ai juste voulu lui montrer qu'il pouvait faire confiance à nouveau. »« Et comment avez-vous procédé concrètement ?» demanda le juge, visiblement intrigué. « J'ai commencé par respecter sa peur », répondit Amélie. J'ai partagé son espace sans rien exiger. J'ai chanté les mélodies que ma grand-mère m'avait apprises, les mêmes qu'elle disait que ses ancêtres utilisaient pour communiquer avec leurs chevaux dans les montagnes de Kabylie. Un moment de tension survint lorsque l'avocat de Beaumont l'interrogea sur son expertise équestre. « Mademoiselle Dufresne, quelle formation officielle avez-vous en dressage équin ?»« Aucune. » admit-elle sans détour. Alors vous admettez être totalement non qualifié pour vous occuper d'un animal de cette valeur ? Amélie regarda l'homme directement dans les yeux. Ce n'est pas une question de qualification, mais d'écoute. Parfois, les blessures les plus profondes ne peuvent être soignées par des diplômes, mais par la patience et la compassion. Après plusieurs heures de témoignage, un moment décisif arriva. Le juge Mercier, s'éclaircissant la gorge, annonça: ce tribunal autorise le test proposé par la défense. L'animal sera amené au patio intérieur, où il pourra exprimer sa préférence sans contrainte. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Jamais dans l'histoire judiciaire française un animal n'avait été invité à témoigner de cette façon. Le patio intérieur du palais de justice, normalement réservé aux pauses des magistrats, avait été préparé selon les instructions précises du tribunal. Des cordes délimitaient une zone centrale. Des experts vétérinaires étaient positionnés en observateurs neutres et des caméras officielles enregistraient chaque détail de cette expérience sans précédent. Beaumont se positionna à une extrémité, élégamment vêtu, tenant dans ses mains des carottes fraîches et un licol finement ouvragé en cuir italien. Son visage affichait une confiance absolue. Après tout, les chevaux finissaient toujours par suivre celui qui détenait la nourriture. À l'autre extrémité, Amélie attendait simplement, vêtue comme à son habitude, sans offrir ni friandises, ni équipement. Elle ne fit aucun geste pour appeler le cheval, se contentant d'être présente, les bras légèrement écartés de son corps dans une posture ouverte. Un silence absolu tomba sur l'assemblée lorsqu'Espoir fut conduit au centre du patio. 2 vétérinaires neutres le tenaient par une simple longe, qu'ils détachèrent, dès que l'animal fut positionné à égale distance des 2 protagonistes. Le Mustang resta d'abord parfaitement immobile, ses oreilles pivotant nerveusement dans toutes les directions, évaluant cet environnement inconnu rempli d'odeurs et de présences étrangères. Ses naseaux frémissaient, captant l'air chargé de tension humaine. Beaumont agita discrètement les carottes, émettant un léger claquement de langue, le signal classique utilisé pour attirer l'attention des chevaux.
Espoir tourna la tête dans sa direction, visiblement intéressé par la nourriture. Quelques personnes dans l'assistance retinrent leur souffle. Amélie, fidèle à sa philosophie, ne fit rien pour attirer l'animal. Elle restait simplement présente, son regard calme croisant occasionnellement celui d'Espoir quand il tournait la tête vers elle. Les secondes s'étirèrent, interminables. Le Mustang fit quelques pas hésitants en direction de Beaumont. Un sourire triomphant commença à se dessiner sur le visage de l'homme d'affaires. Puis, soudain, Espoir s'immobilisa. Ses oreilles, jusqu'alors mobiles, se fixèrent. Son corps entier sembla se tendre, comme s'il percevait quelque chose que les humains présents ne pouvaient saisir. Il tourna brusquement la tête vers Amélie. Ce qui suivit laissa l'assistance stupéfaite. Abandonnant toute hésitation, Espoir se détourna des carottes et se dirigea d'un pas décidé vers Amélie. Il ne s'arrêta qu'en arrivant à ses côtés, positionnant son corps légèrement devant elle, comme pour la protéger, dans une posture si naturelle qu'il semblait former une seule entité. Amélie posa doucement sa main sur l'encolure du cheval, et celui-ci abaissa légèrement la tête, dans un geste qui, pour quiconque connaissait le langage équin, exprimait une confiance absolue. Un murmure collectif parcourut l'assistance. Des journalistes capturaient frénétiquement l'instant, conscients d'être témoins d'un moment historique. Le juge Mercier lui-même semblait ému, bien qu'il s'efforçât de maintenir son expression neutre. Beaumont, voyant son dernier espoir s'évanouir, perdit soudain son masque de civilité. Le visage déformé par la rage, il lança d'une voix forte. « C'est truqué! Ce cheval a du sang berbère. La jument qu'il a mis au monde venait du nord de l'Afrique, comme cette fille. C'est une sorte de connexion tribale, pas un véritable choix. » Un silence glacial accueillit ces paroles. Le juge Mercier fronça les sourcils, visiblement choqué par cette sortie teintée de préjugés raciaux. Les journalistes présents notaient frénétiquement cette explosion révélatrice. Amélie, quant à elle, regardait Espoir avec une compréhension nouvelle. La photo reçue ce matin prenait tout son sens. Ce n'était pas un hasard si leurs âmes s'étaient reconnues dès le premier regard. Ils partageaient peut-être véritablement un héritage commun, une mémoire ancestrale que ni les frontières ni les classifications humaines ne pouvaient effacer. Alors que les huissiers escortaient tout le monde vers la salle d'audience pour la poursuite de la procédure, Amélie murmura à l'oreille d'Espoir en berbère. « Nous sommes du même sang, toi et moi, des enfants du désert et du vent, que personne ne pourra plus jamais séparer. » Lorsqu'Espoir s'arrête aux côtés d'Amélie dans la cour du tribunal, Beaumont perd son sang-froid pour la première fois. Cet animal a du sang berbère. La jument qu'il a mis au monde venait d'Afrique du Nord, comme cette fille. C'est une sorte de connexion tribale, pas un véritable choix. Des paroles qui font taire la salle et froncer les sourcils du juge, tandis qu'Amélie regarde Espoir avec une compréhension nouvelle du lien mystérieux qu'ils ont toujours ressenti. 3 jours après la scène inoubliable du patio, le palais de justice de Marseille était à nouveau comble. L'air semblait vibrer d'une tension palpable alors que le juge Mercier prenait place. Amélie, assise aux côtés de Claire Dubois, portait toujours le foulard berbère noué autour de son cou, devenu son talisman. Espoir, bien sûr, n'était pas présent physiquement dans la salle, mais son essence emplissait chaque conversation chuchotée, chaque regard échangé. « Avant de rendre mon jugement, » commença le juge Mercier, « je tiens à souligner le caractère exceptionnel de cette affaire qui nous a contraints à examiner des questions dépassant largement le simple cadre de la propriété. » La salle entière retenait son souffle. Beaumont, visiblement tendu malgré son costume impeccable, gardait les yeux fixés sur la table devant lui. Après examen approfondi des preuves présentées, des témoignages entendus et de la démonstration sans équivoque à laquelle nous avons tous assisté, poursuivit le juge, ce tribunal reconnaît que le bien-être des êtres sensibles doit, dans certaines circonstances, prévaloir sur les droits traditionnels de propriété. Un frémissement parcourut l'assistance. Amélie serra instinctivement le pendentif berbère de sa grand-mère, dissimulé sous son chemisier. Par conséquent, je statue que la garde légale du cheval connu sous le nom d'Espoir est accordée à mademoiselle Amélie Dufresne. De plus, j'ordonne une investigation complète des pratiques d'élevage au haras Beaumont. La réaction fut immédiate, une vague d'émotions submergeant la salle. Des personnes s'étreignaient, certaines pleuraient ouvertement.
Claire serra la main d'Amélie si fort que ses jointures blanchirent. Dans sa décision écrite, que le juge continuait de lire d'une voix ferme malgré l'agitation, une phrase se détachait particulièrement. La véritable noblesse ne provient ni de la naissance ni de la fortune, mais de la capacité à reconnaître la souffrance d'autrui et d'agir avec compassion. Beaumont quitta la salle tel un automate, poursuivi par une nuée de journalistes qui l'assaillaient de questions. Son visage pétrifié dans une expression d'incrédulité témoignait de l'impensable. Lui, Jean-Pierre Beaumont, venait d'être vaincu par une jeune immigrée sans ressources et un cheval rebelle. Les semaines qui suivirent confirmèrent que cette décision marquait bien plus qu'une simple victoire judiciaire. La presse documentait méticuleusement la chute vertigineuse de l'Empire Beaumont. Les manchettes se succédaient. Maltraitance systématique au haras Beaumont, retrait de licence d'élevage. Les 20 châteaux Beaumont retirés des rayons internationaux. Enquête fiscale ouverte sur les activités de Jean-Pierre Beaumont. 2 ans plus tard, une journée ensoleillée de printemps baignait la Camargue d'une lumière dorée. Amélie, désormais âgée de 21 ans, contemplait avec satisfaction les vastes étendues de l'âme sauvage, le centre qu'elle avait fondé grâce au soutien de nombreux donateurs touchés par son histoire. Le document officiel de citoyenneté française, obtenu 6 mois auparavant, était encadré simplement dans son modeste bureau. Le centre n'avait rien du luxe ostentatoire du haras Beaumont. Des bâtiments fonctionnels mais chaleureux s'intégraient harmonieusement dans le paysage sauvage. L'élément le plus frappant était peut-être le drapeau berbère flottant fièrement aux côtés du drapeau français, symbole de cette double identité qu'Amélie assumait désormais pleinement. Dans les vastes pâturages, une vingtaine de chevaux rescapés évoluaient librement. Certains portaient encore les cicatrices visibles de leur passé, mais leurs mouvements témoignaient d'une liberté retrouvée. Espoir, maintenant magnifique étalon de 5 ans au pelage lustré, se distinguait parmi eux, non plus par sa peur, mais par sa présence majestueuse. La Dreux Moreau avait installé un petit laboratoire sur place, où elle poursuivait ses recherches révolutionnaires sur les méthodes alternatives de guérison équine inspirées des traditions berbères. Ses articles, publiés dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, commençaient à transformer fondamentalement l'approche du trauma animal. Les résultats sont extraordinaires, expliquait-elle ce matin-là à un groupe d'étudiants vétérinaires en visite. Nous observons des modifications neurochimiques mesurables lorsque nous appliquons ces techniques ancestrales. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science que nous avions simplement négligée. L'une des activités les plus populaires du centre était la visite hebdomadaire d'écoliers locaux. Ce jour-là, une classe de CM1 écoutait attentivement Amélie leur expliquer comment approcher respectueusement un animal traumatisé. « Un cheval n'oublie jamais », leur disait-elle, tandis qu'Espoir se tenait paisiblement à ses côtés sans aucune entrave. « Mais il peut apprendre à faire confiance à nouveau si nous lui montrons que nous respectons ses limites. C'est vrai pour les animaux. Et c'est vrai pour les humains aussi. » Les enfants observaient avec fascination comment Espoir suivait le moindre mouvement d'Amélie sans qu'elle ait besoin de le toucher ou de lui parler. Une danse silencieuse perfectionnée au fil des années. « Pourquoi il te suit partout sans laisse ?» demanda une petite fille aux cheveux bouclés. « Parce qu'il choisit de le faire », répondit simplement Amélie. « La confiance véritable ne s'obtient jamais par la force. » L'aspect du travail d'Amélie qui recevait désormais le plus d'attention médiatique était sans doute le programme qu'elle avait développé pour les réfugiés récemment arrivés en France. Chaque mois, des personnes ayant fui la guerre, la persécution ou la misère venaient en passer quelques jours au centre. Beaucoup souffraient de stress post-traumatique sévère, particulièrement les enfants. Ce qui avait commencé comme une expérience était devenu un programme thérapeutique reconnu. Des psychologues spécialisés documentaient méticuleusement les progrès remarquables des participants après leur interaction avec les chevaux rescapés, en particulier avec Espoir. « Il y a quelque chose d'unique chez lui », commentait souvent la psychologue responsable du programme. « Il semble capable d'identifier précisément le niveau de trauma chez chaque personne et d'adapter son comportement en conséquence. » Cette observation se confirmait quotidiennement. Avec les adultes méfiants, Espoir maintenait une distance respectueuse, ne s'approchant que progressivement au fil des séances. Avec les adolescents en colère,
Ils manifestaient une patience infinie face à leurs mouvements brusques ou leurs éclats émotionnels. Mais c'était avec les enfants traumatisés qu'ils démontraient le comportement le plus extraordinaire, une douceur presque impossible pour un animal de son gabarit et de son passé. Un après-midi doré de ce printemps camarguais, alors qu'un nouveau groupe de réfugiés visitait le centre, Amélie remarqua un petit garçon syrien qui se tenait à l'écart. Selon sa fiche, Malik, 8 ans, n'avait pas prononcé un mot depuis qu'il avait vu sa maison bombardée à Alep 6 mois auparavant. « Il refuse tout contact », expliqua l'assistante sociale qui l'accompagnait. Les meilleurs spécialistes à Paris n'ont obtenu aucune réaction. Amélie observa l'enfant dont le regard vide fixait l'horizon. Elle reconnaissait cette expression, la même qu'Espoir avait eue pendant ses premières semaines au refuge des oubliés. Ce n'était pas de l'absence, mais une présence tellement submergée par la douleur qu'elle se retirait derrière un mur protecteur. Sans forcer l'interaction, elle invita simplement Malik à s'asseoir avec elle près de l'enclos où Espoir broutait paisiblement. Elle ne lui parla pas directement, utilisant plutôt la technique qu'elle avait développée avec le Mustang. Simplement être présente, créer un espace de sécurité sans exigence. Au bout d'une vingtaine de minutes, Espoir leva la tête et observa l'enfant. Avec une délicatesse surprenante, il s'approcha lentement de la clôture. Ses mouvements mesurés comme s'il comprenait intuitivement la fragilité de ce petit être humain. L'assistante sociale, qui observait la scène à distance, retint son souffle lorsqu'Espoir tendit son museau vers l'enfant. Malik resta immobile. Mais, détail infime que seul l'œil exercé d'Amélie pouvait percevoir, ses pupilles se dilatèrent légèrement, première réaction émotionnelle depuis des mois. Puis l'extraordinaire se produisit. L'enfant leva une main tremblante et effleura le museau d'Espoir. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues. Non pas des sanglots, mais comme une pluie douce après une longue sécheresse. « Il s'appelait Sabah », murmura soudain Malik en arabe, sa voix rauque d'avoir été si longtemps tue. « Mon cheval à Alep. Il est mort quand notre maison. » Il ne termina pas sa phrase, mais c'était suffisant. Le premier pont vers la guérison venait d'être établi. Observant cette scène depuis le petit promontoire qui surplombait l'enclos, Amélie sentit une émotion puissante l'envahir. Elle comprenait enfin pleinement ce que sa grand-mère Fatima avait tenté de lui enseigner. Certaines blessures sont si profondes que les mots ne peuvent les atteindre, mais le silence compatissant peut construire des ponts là où rien d'autre ne réussit. Le documentaire de Thomas Girard, Espoir, langage du silence, avait été projeté au Festival de Cannes l'année précédente, remportant le prix spécial du jury. Dans les commentaires du jury figurait cette phrase devenue célèbre. Ce film transcende la question animale pour aborder l'essence même de l'humanité et du sentiment d'appartenance. Mais peut-être le plus grand triomphe résidait-il dans les changements législatifs inspirés par cette histoire. Une nouvelle loi sur le bien-être animal, surnommée informellement « Loi Espoir », établissait des protections sans précédent pour les animaux domestiques et de ferme. Ce soir-là, après le départ des visiteurs, Amélie se rendit seule dans la grande plaine qui s'étendait derrière le centre. Espoir, qui paissait au loin, redressa la tête en la voyant et trotta doucement vers elle. Sans mots, sans geste, elle monta sur son dos, sans selle, sans bride, dans cette communion parfaite qu'ils avaient développée. Ensemble, ils galopèrent librement à travers les plaines ouvertes de Camargue, où les chevaux sauvages couraient depuis des siècles. Le soleil couchant dessinait leur silhouette contre l'horizon, non pas comme propriétaire et animal, mais comme deux survivants qui avaient trouvé l'un dans l'autre la guérison que le monde ne pouvait leur offrir. Et tandis que le soleil se couchait sur le paysage doré, une vieille femme berbère aurait souri si elle avait pu voir sa petite fille et le cheval qui partageaient le même sang ancestral, prouvant que lorsque des âmes blessées se rencontrent, aucune langue ni espèce ne peut séparer ce que le destin a uni.